Des morts inhabituelles se produisent chaque jour, mais certaines sont si bizarres qu'elles vous laissent sans voix. Des accidents étranges au coup du sort mortel, en passant par des personnes qui rencontrent des fins absurdes en tentant des cascades ou des défis viraux. La réalité peut être plus folle que la fiction. Ce ne sont pas des histoires dont on peut détourner le regard. Elles sont choquantes, inoubliables et 100% réelles. Vous n'allez pas croire ce qui se passe ensuite dans 2 heures des morts les plus insolites jamais enregistrées. Le paisible week-end d'un jeune couple s'est transformé en une tragédie bouleversante, laissant une communauté marquée à jamais et une famille sans réponse. Victoria McLeod, 22 ans, et Jeffrey Bignell, 20 ans, partageaient un amour commun pour la nature et l'aventure. Mais leur dernière partie de pêche, le long de la dangereuse côte sud de l'Australie occidentale, s'est achevée en drame. Seul l'un des 2 corps a pu être retrouvé. Originaire de Northam, Victoria et Jeffrey étaient passionnés de pêche et connaissaient bien la région d'Albany où ils avaient déjà vécu. Jeffrey, décrit comme un jeune homme gentil et énergique, s'était récemment découvert une véritable passion pour la pêche. Il travaillait avec ses frères à la construction d'abris et pratiquait également le BMX. Victoria, elle, était une jeune femme rayonnante, très proche de sa famille, dotée d'une personnalité chaleureuse et d'un lien profond avec Jeffrey. Ensemble, ils aimaient passer leurs week-ends en plein air. Tous deux connaissaient pourtant les dangers de la pêche sur les rochers, le long des côtes escarpées et imprévisibles de l'Australie. Un week-end de novembre 2019, ils quittèrent Northam à bord de la Holden Barina de Victoria en direction du Torndirrup National Park. Cette zone côtière est réputée pour sa beauté sauvage, mais aussi pour ses falaises abruptes et ses vagues redoutables. Leur destination, Bald Head, un secteur isolé du parc où Jeffrey avait déjà tenté de capturer un mérou bleu, un poisson prisé. Des images de vidéosurveillance filmées ce matin-là dans un magasin local les montrent achetant du matériel de pêche, notamment un gaff et 15 mètres de corde de 9 mm, probablement destinés à servir d'ancrage de sécurité ou à remonter leur prise. Ils furent vus pour la dernière fois vers 10h53 ce samedi-là. Le soir même, Victoria envoya un message à sa mère pour confirmer leur arrivée. Le couple installa un petit campement près de Ismas Beach, une zone rocheuse caractérisée par des surfaces lisses et glissantes et de brusques dénivelés. Ce jour-là, les vagues atteignaient jusqu'à 4 mètres. Un danger même pour les pêcheurs les plus aguerris. À un moment donné, l'un ou l'autre fut emporté par une puissante King Wave, vague géante, ou glissa sur la roche humide. La police pense que Jeffrey serait tombé en premier dans l'océan et que Victoria aurait sauté à l'eau pour tenter de le sauver. Le couple filmait également du contenu pour les réseaux sociaux. Une photo retrouvée sur le téléphone de Victoria montrait Jeffrey pêchant depuis un promontoire rocheux. Une vidéo antérieure, partagé en ligne, l'avait montré en lutte avec un énorme poisson qu'il décrivait comme un monstre. Il portait des chaussures antidérapantes et avait pris certaines précautions de sécurité, mais dans de telles conditions extrêmes, cela n'a pas suffi. Quand ils ne rentrèrent pas à Northam, l'inquiétude grandit rapidement. Le 25 novembre, un proche se rendit au parking de Bald Head et y retrouva la voiture de Victoria. Les autorités déclenchèrent alors une vaste opération de recherche terrestre, aérienne et maritime qui dura plusieurs jours. Le lendemain, les secours retrouvèrent un sac à dos contenant des clés, les chaussures antidérapantes de Victoria et du matériel de pêche sur les rochers d'Ismas Beach. Le 29 novembre, le corps de Jeffrey fut repêché à West Ismas Beach. L'autopsie confirma une noyade, mais le corps de Victoria, lui, ne fut jamais retrouvé. La température glaciale de l'eau, autour de 17 degrés Celsius, signifiait que son espérance de survie ne dépassait pas 6 à 8 heures. Un expert en survie consulté lors de l'enquête expliqua que l'impact de la chute, combiné à la violence des vagues et à l'immersion soudaine, avait probablement entraîné une noyade quasi immédiate. Malgré leur savoir-faire en natation et leur équipement, les conditions s'étaient avérées insurmontables. Le 1er décembre, la recherche officielle de Victoria fut interrompue, mais sa famille et ses proches refusèrent d'abandonner. Une campagne GoFundMe fut lancée pour financer des recherches privées, récoltant des milliers de dollars en quelques jours. Amis, proches et inconnus contribuèrent, espérant apporter un peu de réconfort à sa mère, Rachel, qui décrivit Victoria comme son unique enfant et partagea publiquement la douleur de devoir accepter la disparition présumée de sa fille. L'enquête du coroner, menée par Sarah Linton, conclut que Victoria s'était probablement noyée en essayant de sauver Jeffrey. Cette tragédie vint rappeler une fois de plus les dangers de la pêche sur rocher le long de la côte où de nombreux décès avaient déjà été recensés ces dernières années. Le dernier voyage de Victoria et Jeffrey montre à quel point la puissance de la nature peut, en un instant, submerger même les aventuriers les plus prudents. Aujourd'hui encore, leur famille continue d'honorer leur mémoire et de sensibiliser aux risques de la pêche en milieu rocheux dans l'espoir d'éviter que d'autres ne subissent le même chagrin. En septembre 2024, Carter Walsh était un enfant énergique de 2 ans, originaire de Wigan, dans le Grand Manchester. Mais ce qui avait commencé comme une joyeuse sortie en famille s'est rapidement transformé en un cauchemar inimaginable. Malgré son jeune âge, Carter avait déjà dû affronter des épreuves tôt dans sa vie. Né en famille d'accueil, il avait finalement retrouvé sa mère, Samantha Walsh, qui s'était battue âprement pour le ramener chez elle. Depuis,
Carter et Samantha étaient inséparables. Elle le décrivait comme son meilleur ami, la lumière de sa vie, un petit garçon dont le charme et la bonne humeur éblouissaient tous ceux qu'il rencontrait. Les proches de Carter évoquaient souvent son énergie débordante et son esprit affectueux. Sa courte vie était remplie de l'attention et de l'amour que tout enfant mérite. Mais tout a basculé le 18 septembre 2024. La journée avait commencé sous le signe du bonheur. Carter avait passé la matinée en famille, déjeuné dans une rôtisserie avant de rendre visite aux chevaux de sa grand-mère. Les photos prises ce jour-là le montrent rayonnant, le regard émerveillé tourné vers l'un des chevaux, un ultime et déchirant cliché de cet enfant innocent goûté à la joie pure. Après cette sortie, Carter était rentré chez lui en compagnie de sa cousine Saskia Prescott et du propriétaire venu réparer la chaudière. Samantha était sortie un instant sûre que son fils était en sécurité. Dans le salon, Carter et Saskia dansaient en regardant l'émission pour enfants Cocomelon. Une routine de ces après-midi ludiques. Sans avertissement, la cheminée en marbre, avec la télévision à écran plat posée dessus, s'est effondrée. L'enquête a révélé que la structure n'avait pas été fixée au mur et avait simplement été reposée après de récents travaux de moquette. Bien que les grands-parents de Carter aient discuté la veille de la nécessité de sécuriser la cheminée et la télévision, le temps leur avait manqué. Le détective inspecteur Stuart Woodhead a conclu que Carter avait probablement saisi le manteau de la cheminée en dansant et qu'avec une pression minimale, l'ensemble s'était effondré, écrasant le petit garçon. La scène est immédiatement devenue dramatique. Saskia et le propriétaire ont appelé les secours et tenté de réanimer Carter en attendant leur arrivée. Saskia a également téléphoné à Samantha, essayant de rester calme et lui disant simplement que Carter s'était cogné la tête. Mais en rentrant, Samantha a compris que la situation était bien plus grave. L'avertissement lugubre de sa mère de se préparer a confirmé ses pires craintes. À l'arrivée de Samantha, les équipes d'urgence s'efforçaient encore de ranimer Carter. Malgré leurs efforts acharnés, il a été transporté en ambulance et non héliporté, signe dévastateur pour sa grand-mère, familière des urgences, à l'hôpital royal Albert-Édouard de Wigan. Carter était inconscient dès l'effondrement et le resta pendant toute la durée du transport. Le personnel hospitalier a tenté de le réanimer pendant 43 minutes. Un seul traumatisme crânien avait fauché cette vie jeune et pleine de promesses. Le médecin légiste, le docteur Jamie Robinson, a ensuite confirmé que l'impact avait entraîné une perte de connaissance instantanée, épargnant ainsi à Carter une souffrance prolongée. Toutefois, pour sa famille, la douleur est restée profonde et durable. Samantha a raconté combien son fils paraissait paisible à l'hôpital. Aucun hématome visible, seulement une petite plaie recouverte. Cette image calme contrastait violemment avec l'horreur de l'accident qui l'avait emporté. Dans les jours qui ont suivi, Samantha a eu du mal à accepter la perte de son fils. Incapable de rester dans la maison où le drame s'était produit, elle a logé chez sa sœur. Lorsqu'elle est retournée nettoyer le sang, ce souvenir obsédant est devenu un traumatisme qu'elle portera toujours. L'enquête tenue à la cour des coronaires de Bolton a conclu à un accident. Le coroner, Peter Siggy, a présenté ses condoléances, reconnaissant l'ampleur de la perte. Aucune poursuite pénale n'a été engagée. L'incident résultait d'une convergence tragique de circonstances malheureuses. Quelle ironie cruelle qu'un élément aussi familier qu'une cheminée, associé à la chaleur et à la convivialité familiale, soit devenu la source d'un chagrin indescriptible. La vie brève de Carter Walsh, remplie d'amour et de joie, a laissé un vide que les mots peinent à décrire. Le 25 avril 2011, au Kent County Showground à Detling, en Angleterre, Matthew Cranch, un cascadeur de 24 ans, originaire de Newquay, en Cornouailles, est monté à l'intérieur d'un grand canon fixé à l'arrière d'un camion. Cela faisait partie du spectacle de cascade de Scott May's Daredevil Stunt Show. Le numéro, connu sous le nom de boulet de canon humain, attirait beaucoup de monde. Matthew ne faisait partie de l'équipe que depuis un mois et avait déjà fait la cascade 5 fois. Mais ce serait son dernier spectacle. Matthew était connu pour son côté aventureux. Ses amis le décrivaient comme une personne gentille, drôle et pleine d'énergie. Il était mécanicien avant de changer de carrière pour courir après l'adrénaline des spectacles de cascades en direct. Il aimait aussi la jonglerie, le monocycle et le skateboard. Ce jour-là, la foule a observé attentivement Matthew entrer dans le canon. Un compte à rebours fort a commencé. 3, 2, 1, feu. Des effets pyrotechniques sont sortis de la bouche du canon. Un éclair a illuminé l'air et Matthew a été projeté du canon de 7,6 mètres de long, s'élevant à 12 mètres dans le ciel. Mais en quelques secondes, quelque chose a mal tourné. Le filet de sécurité qui devait le rattraper s'est effondré. Il était maintenu par un
mécanisme de libération rapide qui a échoué. Lorsque le canon a tiré, le camion a tremblé sous l'effet de l'explosion et la vibration a déclenché le loquet défectueux. Il n'y avait rien pour amortir sa chute. En plein air, Matthew a replié son corps, se préparant à l'impact, mais au lieu d'atterrir sur un filet, il a heurté le sol violemment. Des ambulanciers et une équipe d'ambulance aérienne se sont précipités, mais les blessures de Matthew étaient trop graves. Il a été transporté à l'hôpital de Maidstone où il est décédé. Une vidéo de la cascade a été diffusée lors de l'enquête. Elle a capturé le moment exact où le filet a lâché juste après que Matthew a été lancé. Des témoins ont déclaré que la chute s'était produite si rapidement que beaucoup sont restés sous le choc. Au début, cela ressemblait à un terrible accident, mais une enquête plus approfondie a révélé de graves problèmes de sécurité. L'ingénieur en mécanique Alex Grimes a inspecté le système de libération du filet. Il a découvert qu'il pouvait sembler verrouillé alors qu'il ne l'était pas et que l'accumulation de saleté aurait pu aggraver les choses. Le loquet pouvait émettre un clac rassurant, un peu comme une portière de voiture, même s'il n'était pas complètement fermé. Grimes pensait que la vibration du canon l'avait déclenché prématurément, juste au moment où Matthew a été propulsé. Le mécanisme avait été utilisé environ 1000 fois sans jamais faire défaut. Mais les enquêteurs ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire pour la cascade et qu'il ajoutait en fait un risque inutile. Il était censé être déclenché après que l'artiste ait atterri, et non pas au moment du lancement. Scott May, qui dirigeait Stunts UK Limited, était présent le jour de l'accident. Il avait personnellement vérifié le montage avec Matthew avant le spectacle. Malgré cela, le mécanisme défectueux n'a pas été remarqué. Les enquêteurs ont également appris que le personnel n'était pas correctement formé et qu'il n'y avait pas de vérification formelle pour s'assurer que le loquet était verrouillé. Les procureurs ont déclaré que l'entreprise avait ignoré les signaux d'alarme. Il y avait eu 2 incidents qui avaient failli mal tourner auparavant, mais aucun changement n'avait été fait. En décembre 2012, la police a décidé de ne pas engager de poursuite pénale, mais l'affaire a été reprise par le conseil municipal de Maidstone. Devant le tribunal, Scott May a reconnu qu'il n'avait pas réussi à assurer la sécurité de son équipe. Il a été condamné à 12 mois de travaux d'intérêt général et a dû effectuer 150 heures de travail non rémunéré. Son entreprise a été condamnée à une amende de 100 000 livres et May a été condamné à payer 80 000 livres de frais de justice. Les parents et la sœur de Matthew étaient présents au tribunal. Une déclaration a été lue en leur nom, le décrivant comme une personne douce, drôle et aimante. Ils ont déclaré qu'ils ne se remettraient jamais de cette perte. Après l'accident, la cascade du boulet de canon humain a été abandonnée. L'équipe est passé à des numéros plus sûrs, comme des spectacles de feu et des cascades en voiture. Mais a déclaré que l'incident l'avait fait douter de la pertinence de continuer l'entreprise. Un témoignage ultérieur a révélé que l'unité n'avait jamais été nettoyée en profondeur, mais seulement arrosée et nettoyée à haute pression. Des photos ont montré des couches de graisse et de saleté. Grimes a déclaré que ce mauvais entretien avait probablement conduit à la défaillance. Le jury d'enquête a convenu, concluant que la mort de Matthew était un accident causé par le déclenchement prématuré du filet. Ce n'était pas intentionnel, mais c'était évitable. Nous sommes dans la nuit du 3 mai 2024 à Fredericksburg, en Virginie. Michael Alan Bosworth Jr., 18 ans, et 2 de ses amis tournaient une vidéo pour TikTok. Comme beaucoup d'adolescents, ils participaient à un défi appelé Ding Dong Ditch, qui consiste à sonner à une porte ou frapper à la porte puis à s'enfuir avant que le propriétaire n'ouvre. Ils avaient déjà frappé à plusieurs maisons et cherchaient simplement du contenu à poster. Michael était en terminale au lycée Massaponax. Il pratiquait le football américain, la crosse et la lutte. Très apprécié, il était connu pour son caractère avenant et sociable. Plus tard dans la nuit, il devait aller au bal de promo avec sa petite amie depuis 3 ans, mais il n'y est jamais arrivé. Vers 3 heures du matin, les garçons se sont approchés d'une maison sur Mackenzie Lane, propriété de Tyler Chase Butler, 27 ans. Michael a sonné. Le but était un simple prank. Mais Butler n'a pas vu les choses de la même manière. Convaincu qu'on tentait de pénétrer chez lui, il a pris une arme à feu et, sans vérifier qui se trouvait derrière la porte ni donner d'avertissement, a tiré alors que les adolescents prenaient la fuite. Michael a été touché au torse. L'un de ses amis a reçu un éclat, le 3e n'a pas été blessé. Les adjoints du bureau du shérif du comté de Spotsylvania ont été appelés après un signalement de tentative d'effraction et de coup de feu. À leur arrivée, Michael était dans un état critique. Transporté à l'hôpital, il est mort peu après son admission. C'était quelques heures avant son bal de promo. Au début, l'affaire a été considérée comme une éventuelle intrusion. Butler a expliqué aux policiers qu'il croyait des cambrioleurs chez lui. Mais après avoir interrogé les 2 adolescents survivants et examiné les vidéos sur leur téléphone, les enquêteurs ont compris la vérité. L'un des jeunes a déclaré qu'il ne cherchait pas à entrer, mais à faire une farce. Ils avaient déjà filmé plusieurs Ding Dong Ditch plus tôt dans la soirée et s'enfuyaient quand Butler a ouvert le feu. Les enquêteurs ont confirmé qu'une vidéo du prank figurait sur le téléphone de l'un d'eux, établissant clairement qu'il ne voulait pas pénétrer dans la maison. Le 6 mai,
Le bureau du shérif du comté de Spotsylvania a arrêté Tyler Butler. Il a été inculpé d'homicide au 2e degré, de coups et blessures de volontaires et de 2 chefs d'utilisation d'une arme à feu lors d'un crime. Il a été incarcéré à la prison régionale de Rappahannock sans possibilité de libération sous caution. La fusillade a profondément marqué la communauté. Ce soir-là, Malinda Garcia, la petite amie de Michael, est quand même allée au bal portant son nœud papillon à son poignet. Sur Instagram, elle a publié des photos et confié combien il lui manquait, écrivant qu'il ne méritait pas un tel sort. Quelques jours plus tard, des élèves se sont réunis sur le terrain de sport du lycée et ont lâché des ballons noirs et bleus en sa mémoire. L'école a annoncé que des conseillers seraient disponibles pour les élèves en détresse. Le bal a eu lieu, mais l'atmosphère n'était plus la même. Michael laisse derrière lui sa mère, Rebecca Webb, son beau-père Joshua, son père Michael Bosworth Sr., sa sœur Isabelle et ses frères Jason et Liam. Sa famille le décrivait comme un garçon joyeux et plein d'avenir. Une page nécrologique locale a été inondée de messages d'amis. Il devait obtenir son diplôme le 13 mai. À la place, ses camarades ont traversé la Seine sans lui. Une cérémonie en son honneur a eu lieu le 21 mai après un service religieux dans une chapelle voisine. Cet événement a fait la une des médias nationaux, soulevant la question de l'usage des armes à feu et de la façon dont une simple plaisanterie peut basculer dans l'irréversible. Les enquêteurs ont confirmé que les adolescents fuyaient lorsque les tirs ont été tirés et qu'il n'y avait aucune tentative d'effraction de leur part. Un cas similaire s'est produit en Californie en 2020 lorsqu'un autre prank s'est terminé par un accident de voiture ayant coûté la vie à 3 adolescents. L'homme impliqué a été condamné à la prison à vie. Michael Bosworth Jr. devait aller au bal. Il devait être diplômé, mais une seule nuit a tout bouleversé. Il avait 18 ans. Par une tranquille soirée de septembre dans le Bronx, Paulina Nurka, 59 ans, sort de son immeuble situé au 2040 Bronxdale Avenue. Elle s'apprête simplement à aller chercher une pizza pour sa famille. Une course banale qu'elle avait sans doute faite des dizaines de fois. Mais le vendredi 9 septembre 2022, à seulement 4 pas de sa porte, la vie de Paulina s'est brutalement arrêtée, dans un accident effroyable qui allait bouleverser tout un quartier uni et laisser derrière lui de lourdes questions sans réponse. Paulina était une figure connue et aimée du voisinage. Mère au foyer de 3 enfants et grand-mère d'un petit-fils, elle avait consacré sa vie à sa famille. Originaire d'Albany, elle s'était installée dans le Bronx avec son mari Fran Enkai, avec qui elle partageait 40 années de vie commune. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme gentille, généreuse et maternelle. Toujours prête à aider, elle prenait soin de ses voisins, offrait son amitié et son soutien et faisait partie intégrante de la communauté locale. Le conducteur impliqué était un homme de 45 ans au volant d'un Lexus SUV gris modèle 2016. Selon les premiers rapports, le véhicule circulait sur Bronxdale Avenue lorsqu'il a brusquement dévié pour éviter une camionnette arrêtée à l'intersection avec Kruger Avenue. Dans cette manœuvre soudaine, le conducteur a perdu le contrôle. Le SUV a grimpé sur le trottoir et a violemment percuté Paulina, qui marchait paisiblement sur le trottoir. Sous la force du choc, elle a été projetée contre une barrière métallique dont une pointe a transpercé son corps. Le véhicule, lui, a continué sa course avant de s'encastrer dans l'immeuble juste derrière. Un chauffeur Uber, Solari, s'est précipité au chevet de Paulina pour tenter de la réconforter. Une infirmière de passage s'est également interposée, constatant la gravité des blessures et conseillant de ne pas la déplacer en raison d'une probable hémorragie interne. Les secours sont arrivés rapidement et l'ont transportée à l'hôpital Jacobi. Malgré une chirurgie d'urgence, Paulina est décédée dans la soirée. Son mari, Fran, qui se trouvait dans l'appartement au moment du choc, a entendu l'impact et s'est précipité dehors. Plus tard, il confiera aux journalistes qu'il avait su immédiatement qu'elle ne survivrait pas vu l'importance de la perte de sang et l'ampleur des blessures. Sa fille, Deanna Nurakaj, a exprimé son chagrin et son incompréhension, d'autant plus que sa mère n'était qu'à quelques pas de la sécurité de son foyer lorsque le drame s'est produit. Pour sa famille, la perte est immense. Paulina était décrite comme douce, altruiste et irremplaçable. Dans les heures et jours qui ont suivi, les voisins se sont rassemblés devant l'immeuble pour lui rendre hommage. Fleurs, bougies et ballons se sont accumulés, formant un mémorial grandissant. Témoignage de l'affection et du respect qu'elle inspirait depuis des années. Ceux qui la connaissaient depuis l'enfance la décrivaient comme un pilier de la communauté, toujours souriante, toujours présente, toujours prête à aider. Le conducteur du Lexus est resté sur place et a été conduit à l'hôpital, son état étant stable. La police a déclaré que l'accident semblait involontaire, mais l'enquête est toujours en cours. À ce jour, aucune charge n'a été retenue. Cependant, selon les registres publics, le SUV comptabilisait 168 infractions, dont plusieurs excès de vitesse près d'écoles.
un détail qui a suscité de vives inquiétudes chez les habitants. Certains voisins ont également pointé du doigt une piste cyclable nouvellement installée près de l'intersection, affirmant que sa configuration créait de la confusion pour les conducteurs et aurait pu contribuer à l'accident. D'autres évoquaient une mauvaise visibilité et des angles de route dangereux. Un témoin affirma que le conducteur avait parlé de freins défectueux, mais cette information n'a jamais été officiellement confirmée. La mort de Paulina Nourka a été une perte dévastatrice, soudaine, violente et profondément injuste. À seulement 15 ans, Zachary Nazario débordait d'énergie, de curiosité et d'ambition. Élève à la Clinton School de Union Square, il était connu pour son amour de l'histoire, son goût du sport et son rêve de rejoindre un jour les Marines. Mais le soir du 20 février 2023, une décision prise en une fraction de seconde, dans l'espoir d'un frisson viral, a mis fin à sa vie de la manière la plus tragique. Zachary s'était de plus en plus immergé dans un univers en ligne dangereux. Selon sa mère, Norma Nazario, il avait été exposé à un flux constant de vidéos montrant des adolescents exécutant des cascades risquées comme le subway surfing, se hisser sur le toit de trains en marche. Ces vidéos, largement diffusée sur TikTok et Instagram, présentait cette pratique illégale comme palpitante et rebelle. Norma raconte que son fils recevait même des publicités pour des cagoules, accessoires souvent utilisés par ceux qui voulaient dissimuler leur identité lors du tournage de telles cascades. Ce jour de février, Zachary et sa petite amie montent à bord d'un J-train en direction du sud, à Brooklyn. Alors que le train s'engage sur le pont de Williamsburg, Zachary grimpe entre deux wagons et se hisse sur le toit, filmant la scène pour les réseaux sociaux. Sa petite amie reste à l'intérieur et le regarde. Mais en se retournant vers elle, sa tête heurte violemment une poutre métallique basse. Le choc est brutal. Déséquilibré, il chute entre les wagons et, en quelques secondes, est tapé sous le train en mouvement. Les secours, arrivés sur place, n'ont pu que constater son décès. Zachary est devenu l'un des au moins 5 jeunes morts en pratiquant le subway surfing en 2023. L'année suivante, le nombre de victimes liées à cette pratique a encore augmenté, inquiétant famille et autorités. Après sa mort, Norma fouille le téléphone et les comptes sociaux de son fils. Elle découvre l'ampleur du phénomène. Une véritable avalanche de vidéos poussées par les algorithmes, glorifiant des comportements dangereux et semblant le ciblé en continu. En février 2024, Norma dépose une plainte pour mort injustifiée contre TikTok, Meta et la Metropolitan Transportation Authority, MTA. Son équipe juridique affirme que les plateformes ont joué un rôle actif en poussant ce contenu dangereux à Zachary via des systèmes de recommandation algorithmiques, tandis que l'autorité de transport n'avait pas suffisamment sécurisé l'accès au toit des trains. La plainte soutient que les algorithmes de TikTok et Meta ont incité Zachary à pratiquer le subway surfing, en lui proposant non seulement des vidéos d'autres adolescents, mais aussi des publicités pour du matériel associé. En juin 2024, un tribunal de Manhattan a autorisé la poursuite du procès contre TikTok et Meta pour négligence et responsabilité produit, malgré leur tentative d'invoquer la protection de la section 230 du Communication Decency Act. Le juge a estimé que leur comportement allait peut-être au-delà d'un simple rôle d'hébergeur neutre, relevant plutôt d'une promotion ciblée. La phase d'investigation est désormais en cours. L'équipe de Norma cherchant à déterminer ce que les entreprises savaient réellement, comment le système fonctionnait et quelles mesures, si tant est qu'elles en aient pris, elles avaient adopté face au décès lié au subway surfing. La MTA, quant à elle, a été écartée de l'affaire. La Cour a jugé que son rôle se limitait à la planification et au financement, et non à l'exploitation opérationnelle. Norma a annoncé son intention de faire appel, estimant que l'agence porte une responsabilité pour ne pas avoir suffisamment sécurisé l'accès au toit des trains, et mortel. Depuis la perte de son fils, Norma est devenue une militante déterminée pour la sécurité en ligne. Elle a soutenu l'adoption du New York Child Data Protection Act et du Safe for Kids Act, deux lois promulguées en 2024. Celles-ci limitent l'utilisation des données personnelles des mineurs et encadre la diffusion de contenu par algorithme pour les moins de 18 ans, sauf autorisation explicite des parents. Mais pour Norma et son avocat, Matthew Bergman, du Social Media Victims Law Center, les actions en justice restent essentielles pour instaurer une véritable responsabilité. Elle continue de témoigner publiquement, participe à des veillées et à des événements législatifs. Son message est clair. La mort de Zachary n'était pas un simple accident tragique, mais le résultat prévisible d'un système ayant privilégié l'engagement et les clics au détriment de la sécurité. Norma espère que l'histoire de son fils sera un signal d'alarme pour une industrie et des infrastructures qui doivent changer afin qu'aucun autre adolescent ne paie le prix de ce qu'elle appelle une tragédie évitable.
En décembre 2013, une tragédie inhabituelle impliquant un petit objet que l'on néglige aisément s'est déroulée dans le sud de la Suède. Un homme dans la soixantaine a connu un sort cruel et tout a commencé à cause d'un objet du quotidien, entraînant une chaîne d'événements qu'aucun ne pouvait prévoir. On sait peu de choses sur cet homme, si ce n'est son âge et sa localisation dans le sud du pays. Le jour du drame, il s'est assis pour un repas qui allait marquer le début de la fin. Il mangeait un filet de porc maintenu par des cure-dents. À un moment donné, il en a avalé un sans s'en rendre compte. Il n'a ressenti aucune gêne instantanée, ignorant que l'éclat de bois acéré s'était logé dans son œsophage. Mais le lendemain, il a commencé à éprouver des difficultés à déglutir. Inquiet, il s'est rendu aux urgences de l'hôpital de Karlskrona. Une infirmière a noté qu'il avait mangé de la viande avec des cure-dents. Mais le médecin, malgré un examen et une radiographie, n'a détecté aucun corps étranger. L'information concernant le cure-dent n'a pas été consignée dans son dossier. Rassuré qu'il n'y avait rien de grave, l'homme est renvoyé chez lui. Ce qui a suivi a été une détérioration lente et invisible. Pendant 10 jours, le cure-dent est resté fiché dans son œsophage, provoquant des lésions silencieuses. Lorsqu'il est revenu à l'hôpital, son état s'était dramatiquement aggravé. Cette fois, les médecins ont découvert perforation de l'œsophage, une infection grave et des signes alarmants de malaise général. Le cure-dent n'avait pas seulement traversé les tissus délicats, il avait aussi fragilisé les parois des vaisseaux sanguins voisins. Face à cette urgence, l'homme a été transféré en urgence à l'hôpital universitaire de Lund. Là, des chirurgiens ont tenté de colmater l'œsophage endommagé. Cependant, les complications ont persisté. Malgré l'intervention initiale, l'affaiblissement des structures vasculaires a conduit à la formation d'une hernie vasculaire sur l'un des gros vaisseaux de la poitrine. Les dégâts étaient profonds et implacables. Après l'opération, il a été rapatrié à Karlskrona, mais son état est resté instable. Il a subi une nouvelle hémorragie massive, un saignement catastrophique dû à la fragilité des parois vasculaires. Transporté en urgence à la clinique vasculaire de Malmö pour tenter de le sauver, il est hélas décédé des suites de ses blessures le lendemain. Cet incident, si inquiétant tant par son origine que par son déroulement, a été formellement enregistré auprès de l'Agence nationale de la santé suédoise, Socialstyrelsen, sous la forme d'un rapport Lex Maria, une reconnaissance officielle des incidents médicaux graves au sein du système de santé. Il souligne non seulement la fragilité du corps humain, mais aussi les dangers que peuvent représenter les objets apparemment inoffensifs. La mort de cet homme est d'autant plus bouleversante qu'elle découle d'un élément aussi banal qu'un cure-dent, un objet présent à d'innombrables repas sans qu'on y prête attention. Son cas rappelle de manière glaçante comment un petit oubli, à table puis à l'hôpital, peut se transformer en catastrophe fatale. Il met en lumière l'importance cruciale de la rigueur dans les soins d'urgence, où le moindre détail du dossier médical peut faire la différence entre la vie et la mort. Le 22 avril 2008, dans les montagnes de San Bernardino en Californie, Stefan K. Miller, un ancien dresseur d'animaux de 39 ans, est retourné dans un lieu familier, un centre privé de dressage d'animaux appelé Predators in Action. Il appartenait à son cousin, Randy Miller, et Stefan y avait déjà travaillé. Ce jour-là, il était revenu pour aider à filmer une vidéo promotionnelle. Le tournage impliquait Rocky, un ours grizzly de 2,1 mètres et de 317 kilos, qui était récemment apparu dans le film de Will Ferrell, Semi-Pro. Le plan était que Stefan lutte contre Rocky pour la caméra, une chose que l'ours avait déjà faite auparavant dans des scènes contrôlées. Mais ce qui devait être un simple tournage s'est terminé par une tragédie. Randy Miller avait dressé des animaux sauvages pour de grands films hollywoodiens comme Gladiator, Le Dernier Samouraï et L'île du Docteur Moreau. Ces animaux étaient également apparus dans des reconstitutions d'attaques pour National Geographic et Discovery Channel. Stéphane avait aidé à élever et à dresser un autre ours nommé Dakota, mais en 2008, il avait quitté le centre. Il se concentrait sur d'autres projets, notamment la copublication d'un magazine et le lancement d'un site de réseautage social. Malgré cela, Stéphane n'était pas un novice en revenant. Il connaissait les animaux, les routines et les risques. D'ailleurs, il avait récemment fait une séance photo avec Rocky et se sentait à l'aise avec lui. Confiant dans leur lien, Stéphane a demandé à être filmé en train de lutter contre l'ours de la même manière que Randy l'avait fait en tant que doublure de Will Ferrell. Stéphane comprenait ce qu'il fallait faire, mais avant que la scène ne commence officiellement, Rocky s'est levé, une posture qu'il avait été entraîné à prendre pour se préparer à une lutte. Mais aucun signal n'avait encore été donné. Stéphane n'était pas en position. Il avait les bras le long du corps et n'était pas prêt à faire face à la taille et à la force de Rocky. Puis,
En quelques secondes seulement, Rocky s'est avancé et a eu un contact. Randy, qui était à proximité, s'est précipité avec une canne et a essayé de distraire l'ours. D'autres membres de l'équipe ont utilisé du gaz poivré pour tenter désespérément d'arrêter l'affrontement. Mais il était trop tard. Rocky a mordu Stéphane une seule fois, mais il a touché une zone vulnérable. Les mâchoires de l'ours ont perforé l'artère carotide et la veine jugulaire de Stéphane. La blessure a été fatale. Les ambulanciers sont arrivés vers 15 h, mais Stéphane est décédé en quelques minutes. Randy était dévasté. Dans des interviews, il a déclaré « Ça me tue, nous étions comme des frères ». Il pensait que l'ours avait suivi son entraînement et que l'incident s'était produit uniquement parce que Stéphane n'était pas dans la bonne position. Par la suite, plusieurs enquêtes ont été lancées. Le département californien de la pêche et de la faune et les responsables de la sécurité au travail de l'État ont commencé à examiner l'incident. La société de tournage impliquée, eSeekers Incorporated, a également fait l'objet d'une enquête pour déterminer si les règles de sécurité avaient été respectées. Des groupes de défense des droits des animaux, dont la PETA, ont demandé que Rocky soit mis à la retraite et transféré dans un centre où il n'aurait aucun contact avec des humains. Les autorités ont ensuite classé l'incident comme un accident. Rocky n'a pas été euthanasié, mais il a été banni des apparitions publiques et du travail cinématographique. Il ne pouvait plus interagir qu'avec ses dresseurs. Randy a défendu Rocky, le qualifiant de doux et loyal. Il a ajouté que Stéphane n'aurait pas voulu que l'ours souffre à cause de ce qui s'était passé. En 2012, Randy et son équipe juridique ont tenté de faire lever les restrictions sur Rocky, arguant que de nouveaux protocoles de sécurité avaient été ajoutés et que l'ours ne représentait pas un danger. Le ministère de l'Agriculture américain, USDA, avait autorisé Rocky à travailler en dehors de la Californie, mais le marché cinématographique de l'État lui restait fermé. Le 3 octobre 2012, la Commission californienne de la pêche et de la faune a refusé de modifier les restrictions. En 2022, Rocky a été transféré dans un grand sanctuaire à Alpine, en Californie, où il vit désormais loin des plateaux de tournage et du contact humain. La mort de Stephen Miller a été un accident dévastateur, survenu en quelques secondes malgré ses années d'expérience. Il avait fait confiance au processus, à l'animal et à son entourage. Mais une simple erreur de timing lui a coûté la vie et a tout changé. Nous sommes le 1er mai 2019 à Evansville, dans l'Indiana. Mason Bogard, 15 ans en première année de lycée, venait de rentrer de l'école. Il a pris son père dans ses bras, a dit « Je t'aime » à sa mère, puis est monté à l'étage. Quelques minutes plus tard, tout a basculé. Mason était le plus jeune de 3 enfants. Il menait une vie saine et équilibrée, était très proche de sa famille, réussissait bien à l'école, aimait pêcher et cuisiner. On le connaissait pour son humour décalé, sa gentillesse et son intelligence. Lorsque Mason a réclamé son premier smartphone, sa mère, Joanne, a fait preuve de prudence. Elle a mis en place des contrôles parentaux, installé des applications de sécurité et lui parlait souvent des dangers du web. Mason n'était pas très actif sur les réseaux sociaux, mais adorait regarder des vidéos YouTube, notamment sur la nature et la pêche. Un jour, il a montré à sa mère une vidéo présentant un défi viral. Cela avait l'air amusant, mais Joanne s'en est inquiétée et l'a averti que certaines tendances en ligne pouvaient être dangereuses. 2 semaines plus tard, Mason n'était plus là. Ce soir-là, tout semblait normal. Mason a souhaité bonne nuit à ses parents et est allé prendre sa douche. Quelques instants plus tard, ils ont entendu un grand bruit à l'étage. Steve, le père de Mason et pompier de profession, s'est précipité pour voir ce qui se passait. Il a découvert Mason inconscient, une ceinture serrée autour du cou. Le garçon n'avait plus de pouls et ne respirait plus. Steve a immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire et a réussi à lui redonner un battement de cœur. Les ambulanciers l'ont transporté d'urgence à l'hôpital d'Iconess, où il a été placé sous assistance respiratoire. Quelques jours plus tard, les médecins ont confirmé des lésions cérébrales irréversibles. Mason a été déclaré en état de mort cérébrale. Le 6 mai, la famille a pris la décision déchirante de respecter ses dernières volontés. Mason souhaitait être donneur d'organes. Grâce à lui, 5 malades ont pu être sauvés. Lorsqu'il a été emmené, parents, médecins et infirmiers se sont alignés dans le couloir pour un ultime hommage. La nouvelle du décès de Mason s'est répandue comme une traînée de poudre à Evansville. Le 5 mai, Joanne a publié sur Facebook que son fils avait tenté le Choking Challenge, un défi consistant à se comprimer la respiration pour ressentir un bref vertige. Nombreux sont ceux qui se filment pour attirer l'attention, mais le risque est énorme. Un simple faux pas peut entraîner des lésions cérébrales graves, voire la mort. Plus tard, les parents ont découvert une vidéo sur le téléphone de Mason. On y voyait leur fils sourire, appeler son chien et tenter le défi sans mesurer le danger. Les autorités n'ont pas pu confirmer officiellement le lien avec cette pratique, faute d'historique de recherche. Mais pour Joanne, la preuve était faite. L'algorithme lui avait suggéré ce contenu sans qu'il l'ait cherché. Le 10 mai, après les obsèques, la famille Bogard a lâché lanternes et feux d'artifice en hommage à Mason.
Des dons ont été faits à des causes qui lui tenaient à cœur, comme l'Indiana Donor Network et le Wounded Warrior Project. Joanne ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à partager l'histoire de son fils et d'autres parents lui ont rapidement écrit, des familles ayant, elles aussi, perdu un enfant à cause de contenus nocifs. Cela l'a poussée à agir sur le plan politique. En mars, l'Indiana a adopté le Masons Education Act, loi obligeant les établissements scolaires à enseigner la sécurité sur Internet. Joanne a ensuite témoigné devant le Congrès des États-Unis aux côtés d'autres parents brandissant des photos de leurs enfants perdus pour interroger les grands patrons de la tech. Le 30 juillet, le Sénat américain a voté le Kids Online Safety Act, conçu pour protéger les mineurs en limitant l'accès aux contenus dangereux et en renforçant le contrôle parental. Le projet de loi est désormais à l'examen à la Chambre des représentants. Joanne a aussi rejoint Project Liberty, initiative financée par le milliardaire Frank McCourt, qui vise à repenser Internet pour en faire un espace plus sûr. L'un de leurs objectifs est de racheter et de refondre TikTok pour supprimer les algorithmes nocifs. Selon Joanne, si elle avait disposé de tels outils il y a 5 ans, Mason serait peut-être encore en vie. Elle poursuit aujourd'hui sa mission sous le hashtag Mason's Message pour sensibiliser le public. Elle collabore avec Fairplay, association qui explique aux familles comment les réseaux sociaux exploitent les mécanismes de récompense pour captiver les utilisateurs, exposant trop souvent les adolescents à des contenus dangereux. Tandis que le monde réel dispose de lois protégeant les enfants, l'univers en ligne reste majoritairement non régulé. Pour Joanne, cela doit changer. Elle continue de raconter l'histoire de Mason dans l'espoir de sauver d'autres vies, que nul parent n'ait à traverser son terrible chagrin. Le soir tempétueux du 14 février 2014, Julie Silito, 49 ans, chauffeuse de minicab à Finsbury, dans le nord de Londres, travaillait comme tant d'autres nuits auparavant. Maman dévouée de 3 enfants et bientôt grand-mère pour la 2e fois, elle avait malgré tout pris la route ce soir-là, alors que de violentes rafales balayaient la ville. Elle tenait à travailler pour pouvoir offrir un cadeau d'anniversaire à son mari, un geste altruiste qui allait tourner au drame. Julie était connue comme une femme affectueuse et joyeuse, profondément attachée à sa famille. Mariée à Steve Silito, consultant en sécurité, elle avait élevé 3 fils avec lui. Tous deux attendaient avec impatience la naissance de leur nouvelle petite fille. Une nouvelle qui remplissait Julie de bonheur. Ses proches la décrivaient comme chaleureuse, sociable et entièrement tournée vers les siens. Son dévouement à sa famille n'avait d'égal que sa force de travail. Et ce soir de la Saint-Valentin, elle avait choisi de sortir pour gagner un peu plus et faire plaisir à son mari. Vers 23h05, alors qu'elle était garée près de la station de métro Holborn, en plein centre de Londres, son taxi Skoda Octavia argenté a été frappé par une force soudaine et inimaginable. Alors que sa voiture stationnait sur le bas-côté, des rafales violentes ont arraché un énorme bloc de maçonnerie en béton provenant du parapet d'un bâtiment victorien de 120 ans. La section de pierre, haute de près de 2 mètres et pesant près de 2 tonnes, s'est effondrée brutalement sur le véhicule. L'avant du taxi a été entièrement écrasé, le toit enfoncé, laissant Julie prisonnière au poste de conduite. Elle est morte sur le coup, victime de blessures crâniennes catastrophiques. Dans la voiture se trouvaient également 2 passagers, Luke Fitton, 25 ans, et sa compagne Bo Utinbos, 24 ans. Le couple avait appelé le taxi après un dîner de Saint-Valentin au restaurant de Gordon Ramsay. L'impact des débris les a en partie ensevelis. Luke a été grièvement blessé à la poitrine, coincé sous les gravats jusqu'à l'arrivée des secours. Bo, brièvement inconsciente, a repris ses esprits. Malgré la douleur intense à la jambe et du métal appuyé contre son visage, elle a réussi à ramper hors de la carcasse. Les secours, pompiers de Londres, ambulanciers et policiers sont arrivés en quelques minutes. Près de 20 pompiers se sont relayés pour extraire Luke et Bo, tandis que les paramédics tentaient de réanimer Julie sur place. Mais leurs efforts furent vains. Elle fut déclarée morte. Le couple fut transporté dans 2 hôpitaux distincts. Luke avec des blessures graves, Bo avec des traumatismes plus légers. Un passant a lui aussi été blessé à la jambe dans le chaos. Le lendemain matin, des périmètres de sécurité ont été installés autour du bâtiment et plusieurs immeubles voisins ont été évacués par précaution. Le public fut sous le choc, les images du taxi écrasé, noyé sous les gravats, ont circulé rapidement dans les médias. Toute la communauté, et particulièrement ceux qui connaissaient Julie, a été bouleversée par cet accident aussi improbable que fatal. Dans les semaines suivantes, une enquête officielle sur sa mort a révélé des détails préoccupants. Le propriétaire de l'immeuble, Taskanzet de Greenberg Development Limited, n'avait jamais réalisé d'examen structurel complet ni d'évaluation des risques depuis son achat en 2007. Bien que la loi ne l'exige pas, cette absence de contrôle a soulevé des inquiétudes. Des experts ont confirmé que l'âge et la conception du bâtiment pouvaient engendrer des faiblesses structurelles et que les vents extrêmes avaient probablement
déclenché l'effondrement. Toutefois, aucun signe visible de négligence ou de dégradation avancée n'avait été constaté. Le jury a finalement conclu à une mort accidentelle. Lors de l'audience, Steve Silito, son mari, a plaidé pour une réforme législative rendant obligatoire les inspections structurelles des bâtiments anciens. Évoquant Julie comme son tout, il a exhorté chacun à tirer des leçons de cette tragédie. En larmes, il demanda à l'un des passagers survivants si Julie avait souffert. La réponse, qu'elle était morte sur le coup, lui a apporté une maigre consolation. La mort de Julie Silito reste un rappel bouleversant de la fragilité de la vie et de la brutalité de forces échappant totalement au contrôle humain. Sa famille, ses amis et même ses passagers gardent en mémoire cette nuit dramatique entre douleur et gratitude pour la vie qu'elle a vécue et pour ceux qui, de justesse, ont survécu. Le 31 mai 2013, Tim Samaras, un ingénieur de 54 ans et chasseur d'orage chevronné, pistait une puissante tornade à El Reno, Oklahoma, avec son fils de 24 ans, Paul, et son collègue de longue date, Carl Young. Connu pour sa prudence, sa précision et sa profonde expertise scientifique, le trio collectait des données à l'intérieur même des tornades dans le cadre de leurs recherches. Mais ce jour-là, alors qu'ils filmaient l'une des forces les plus violentes de la nature, leur poursuite s'est achevée en tragédie, une rencontre avec une tempête monstrueuse dont personne n'aurait pu prédire qu'elle prendrait une tournure si dévastatrice. Tim avait passé des décennies à la poursuite de phénomènes météorologiques extrêmes, non pas pour le frisson, mais pour la science. Natif du Colorado, il était fasciné par les tornades depuis son plus jeune âge. Son intérêt s'est finalement transformé en une carrière à la pointe de la recherche atmosphérique. En tant que fondateur de Twistex, Tactical Weather Instrumented Sampling in Tornadoes Experiment, Tim a développé des instruments de pointe conçus pour capturer des données cruciales sur les tempêtes. Ces innovations lui ont valu 18 bourses de recherche de la National Geographic Society et une reconnaissance mondiale pour son travail de pionnier dans la recherche sur les orages et la foudre. Son fils Paul, photographe et vidéaste de talent, avait commencé à le rejoindre dans ses missions de chasse aux orages, documentant leur travail sur le terrain. Carl, un météorologue de 45 ans qui avait quitté une carrière à Hollywood pour étudier la dynamique des tornades, travaillait en étroite collaboration avec Tim depuis 2003. Ensemble, l'équipe avait intercepté plus de 125 tornades, repoussant les limites de ce que l'on savait sur le comportement des tempêtes. Leur objectif était toujours le même, recueillir des informations qui pourraient sauver des vies. Ce vendredi soir de mai 2013, ils documentaient une tornade massive de catégorie EF3, une tornade capable de causer de graves dégâts juste à l'ouest d'Oklahoma City. La tempête, imprévisible et violente, s'est étendue à une vitesse alarmante, s'élargissant de 1,6 à 4,2 km en moins d'une minute. Les vents ont atteint jusqu'à 475 km/h. À 18h23, la tempête a brusquement viré à gauche et a accéléré. La visibilité était faible, la pluie battante et les débris masquant sa taille réelle. Alors que les sous-vortex internes de la tempête, c'est-à-dire ces zones de vent extrêmes à l'intérieur de la tornade, tournaient vers l'extérieur, ils ont happé le véhicule de Twistex sur leur passage. Selon les données radar, la tornade était la plus large jamais enregistrée. Le véhicule transportant Tim, Paul et Carl a été heurté de plein fouet par un sous-vortex. La force a broyé leur camionnette blanche au point de la rendre méconnaissable et la projeter à plusieurs centaines de mètres. Juste avant l'impact, il y avait un calme glaçant autour d'eux, signe qu'ils étaient entrés dans le cœur le plus violent de la tornade. Dans leurs derniers instants, on a pu les entendre à la radio reconnaître le danger, quelques secondes seulement avant que la tempête ne les submerge. Leur mort a marqué le premier cas connu de chasseurs d'orage professionnels tués par une tornade. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans les communautés de la météorologie et de la chasse aux orages. Beaucoup considéraient Tim comme l'un des plus prudents et expérimentés du domaine. Ses amis et collègues l'ont décrit comme brillant, prudent et profondément dévoué à son travail. On s'est souvenu de Carl pour sa passion et son intelligence, et de Paul pour son talent grandissant derrière la caméra et sa complicité avec son père. Leur disparition a suscité une intense réflexion au sein de la communauté des chasseurs d'orage. Des collègues ont remis en question la proximité croissante des chasseurs avec les tornades. Une enquête majeure sur les pratiques des chasseurs d'orage a été lancée et un mémorial a été érigé sur le site de la tragédie. Le site reste un hommage poignant à ceux qui sont morts en quête de savoir. L'héritage du trio perdure à travers leur contribution à la science des tornades. Les instruments de Tim ont enregistré des données qui ont changé la compréhension de la dynamique des tornades, et son dévouement a inspiré d'innombrables autres à aborder la recherche sur les tempêtes, avec à la fois respect et rigueur. Leur dernière mission, menée dans le cadre d'un tournage pour une étude scientifique, est un rappel puissant de la beauté et de la brutalité de la nature, ainsi que du coût humain de l'avoir affronté de si près. La mort d'Hélène Davey a bouleversé son entourage et soulevé des questions urgentes sur les dangers insoupçonnés que peuvent représenter les meubles du quotidien. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est transformé en une tragédie d'une simplicité si glaçante qu'elle a immédiatement conduit à des avertissements des autorités médico-légales et à des appels pressants en faveur d'une réglementation plus stricte. Hélène,
mère de 2 enfants âgés de 39 ans, vivait à Seaham, dans le comté de Durham. Femme dynamique et indépendante, née à Hartlepool, elle avait construit sa vie autour de sa famille et de sa passion pour les soins esthétiques. Elle gérait son propre salon de beauté, All Dolled Up, depuis sa maison mitoyenne moderne. Connue pour son fort caractère, sa loyauté et son dévouement envers ses enfants. Elizabeth, 19 ans, surnommée Betty, et George, 11 ans. Hélène était perçue par ses proches comme une mère aimante, protectrice et toujours présente pour ses enfants. Le 7 juin 2023, l'impensable s'est produit. Alors qu'elle se détendait chez elle, Hélène s'est penchée pour accéder au compartiment de rangement de son lit, coffre à vérin à gaz. Sans avertissement, la plateforme supportant le matelas s'est brusquement refermée. L'un des 2 vérins, censé permettre un mouvement fluide et sécurisé, a lâché. Au lieu de rester en position ou de redescendre lentement, la plateforme s'est abattue violemment, coinçant le cou d'Hélène contre la base du lit. Prise au piège, incapable de se dégager, Hélène est morte étouffée. Sa fille Betty, en rentrant à la maison, a découvert une scène cauchemardesque. Sa mère allongée sur le dos, la tête coincée sous la structure du lit. Betty a immédiatement tenté de soulever la lourde plateforme, mais le vérin défectueux empêchait tout mécanisme d'amortissement, rendant ses efforts désespérés. Grâce à une force remarquable, elle est parvenue à soulever suffisamment la plateforme pour y glisser son pied et dégager sa mère. Hélas, le visage d'Hélène était déjà bleu et une marque nette sur son cou trahissait la violence du contact avec le cadre du lit. Malgré les tentatives désespérées de réanimation et l'intervention rapide des secours, Hélène a été déclarée morte sur place. L'enquête a conclu à un accident. Le médecin légiste Jeremy Chipperfield a identifié une asphyxie positionnelle due à une défaillance mécanique du lit. Mais ses conclusions sont allées au-delà de ce cas isolé. Dans un rapport de prévention des décès futurs, il a averti que les lits à vérin défectueux représentaient un réel danger pour la vie humaine. Il a insisté sur le fait que sans mesures concrètes, d'autres tragédies similaires pourraient survenir. Le rapport de Chipperfield a été transmis directement au secrétaire d'État au commerce et à l'industrie, ainsi qu'à l'Office for Product Safety and Standards, bureau de la sécurité des produits. Il y souligne que la défaillance d'un seul vérin avait été un facteur déterminant dans cet accident et que des mesures de prévention doivent être prises sans délai. Le ministère a répondu en présentant ses condoléances et en promettant d'examiner attentivement les conclusions du coroner. Ce qui rend la mort d'Hélène particulièrement bouleversante, c'est qu'elle a été causée par un objet considéré comme sûr et banal. Les lits à vérin sont largement vendus pour leur côté pratique et leur capacité de rangement. Que ce type de meuble ordinaire puisse devenir un piège mortel donne à cette histoire une dimension d'autant plus tragique, soulignant les conséquences fatales que peuvent avoir des défaillances mécaniques invisibles. Pour la famille d'Hélène, l'après-coup a été marqué par un chagrin indescriptible. Betty a pris la parole publiquement pour exprimer sa douleur, décrivant sa mère comme sa meilleure amie depuis toujours. Elle a parlé de l'absence insupportable, du vide laissé et de ce qu'elle donnerait pour vivre encore un seul moment à ses côtés. Pour George, 11 ans, la perte a été tout aussi dévastatrice. Cette tragédie a également semé la peur au sein du public, mettant en lumière un problème plus vaste, celui de la surveillance de la sécurité des produits. La mort d'Hélène a démontré qu'un objet familier peut se transformer en tueur silencieux et que la vigilance, aussi bien dans la fabrication que dans la régulation, est essentielle pour éviter d'autres drames. L'histoire d'Hélène est une illustration déchirante de la brutalité avec laquelle la vie peut basculer et un appel urgent à agir pour protéger les autres d'un sort similaire. Le 21 août 2011, à la base aérienne de Selfridge, dans le Michigan, plus de 75 000 personnes étaient venues assister au dernier jour du spectacle aérien annuel. Beaucoup étaient là pour voir un seul homme, Todd Green. Todd, 48 ans, était l'un des meilleurs marcheurs sur aile au monde. Il réalisait des cascades dangereuses depuis plus de 25 ans. Son père, Eddie The Grip Green, était également un célèbre cascadeur. Todd avait suivi ses traces, se faisant un nom avec des numéros qui repoussaient les limites de la sécurité. Ce dimanche-là, Todd tentait une cascade où il devait passer en plein vol du haut d'un biplan Stearman à un hélicoptère qui volait juste au-dessus de lui. Seules 2 personnes au monde l'avaient fait auparavant. Il avait réalisé exactement ce même mouvement la veille, sans problème. Mais les conditions avaient changé. Les vents soufflaient maintenant à environ 25 km/h, ce qui avait déjà causé des problèmes à d'autres artistes. Le présentateur avait d'ailleurs averti que la prochaine partie du spectacle serait risquée. Alors que le biplan volait sous l'hélicoptère, Todd a essayé d'attraper le patin d'atterrissage de l'hélicoptère. Il a essayé 2 fois et a reculé à chaque fois. À la 3e tentative, il a de nouveau tendu la main, mais quelque chose s'est mal passé. Il a perdu sa prise et est tombé. Todd a chuté d'environ 60
60 mètres. La chute a été si rapide que de nombreuses personnes dans la foule n'ont pas réalisé ce qu'elles venaient de voir. Le photographe Ed Goodfellow a déclaré que cela ressemblait à la chute d'un mannequin. Dans les spectacles aériens, de faux mannequins sont parfois utilisés pour des cascades. Donc certaines personnes ont cru que cela faisait partie du numéro. Un spectateur, Jeremy Mitchell, a déclaré qu'il n'avait pas réalisé ce qui s'était passé avant de voir l'ambulance. Même quand ils ont dit que ça ne faisait pas partie du numéro, ça n'avait pas l'air réel, a-t-il dit. Arnold 16, un autre témoin, a partagé que tout a changé une fois que les équipes d'urgence ont couru vers la piste. C'est là qu'on a su que c'était réel, a-t-il dit. Todd est tombé à environ 450 mètres du public. Les premiers secours l'ont atteint rapidement et l'ont emmené au centre médical régional de Mount Clemens. Mais la chute avait causé de graves blessures et il est décédé peu après son arrivée. De nombreuses personnes dans la foule ont été choquées. Christine Doran a déclaré qu'elle pensait que ça devait être un faux. Il n'y avait aucun mouvement du tout, a-t-elle dit. Je me suis tournée vers mon petit ami et je lui ai demandé si ça faisait partie du numéro. Jennifer Bradley, qui était au spectacle avec ses deux jeunes fils, a déclaré qu'ils avaient prié ensemble après ce qui s'était passé. Todd était connu non seulement pour son talent, mais aussi pour son amour de la scène. Son ami et collègue cascadeur Kyle Franklin a déclaré que Todd n'était pas seulement doué, il était passionné par ce qu'il faisait. Il adorait être devant une foule, a déclaré Kyle. Il était fier de l'héritage de sa famille. Même la représentante américaine Candice Miller, qui avait vu Todd se produire la veille, a été bouleversée. « Il faut un instant pour comprendre ce que vous venez de voir », a-t-elle dit. Beaucoup de gens sont venus juste pour le voir. Certains se sont ensuite demandé pourquoi Todd n'avait pas porté de parachute. Mais des experts ont expliqué que, d'une hauteur de seulement 60 mètres, il n'y aurait pas eu assez de temps pour qu'il s'ouvre et le ralentisse. Une enquête a été lancée par la base aérienne de Selfridge, la Federal Aviation Administration et le National Transportation Safety Board. Ils voulaient comprendre ce qui s'était mal passé et comment éviter que quelque chose de pareil ne se reproduise à l'avenir. Malheureusement, Todd n'a pas été le seul artiste perdu ce week-end-là. À Kansas City, le pilote Brian Jensen est mort lorsque son avion s'est écrasé pendant une cascade. Au Royaume-Uni, le pilote des Red Arrows, le lieutenant John Egging, a également perdu la vie dans un accident après un spectacle aérien. La communauté des cascadeurs est très soudée. Kyle Franklin a déclaré « Quand l'un de nous meurt, ça touche tout le monde ». Todd Green a vécu sa vie dans les airs, faisant ce que très peu de gens pouvaient faire. Mais le 21 août 2011, quelque chose a mal tourné et il a perdu la vie en faisant ce qu'il aimait le plus. Il laisse dans le deuil sa femme, Dawn, son fils Tyler et son beau-fils Derek. Nous sommes le 2 mars 2024 à Lancaster, une petite ville du nord-ouest de l'Angleterre. Tommy Lee, Gracie Billington, 11 ans, passait la nuit chez un ami dans Grinstead Close. C'était censé être une soirée pyjama amusante. Mais quelques heures plus tard, Tommy Lee perdrait la vie en essayant quelque chose qu'il avait vu en ligne. D'après sa famille, Tommy Lee avait tenté un défi viral appelé le chroming, qui consiste à inhaler les vapeurs de produits du quotidien tels que le déodorant, la peinture ou le dissolvant pour vernis à ongles. Cette pratique procure un court état d'euphorie, mais ses effets peuvent devenir mortels en un instant. Hallucinations, perte de connaissance, arrêt cardiaque ou arrêt respiratoire. La famille raconte que, pendant la soirée pyjama, Tommy Lee a inhalé l'un de ses produits et s'est effondré, victime d'un arrêt cardiaque. Il ne s'est jamais réveillé. L'appel au secours a été passé à 12h04 ce samedi-là. Le service d'ambulance du Nord-Ouest a répondu à un signalement d'enfant inconscient. À leur arrivée, Tommy Lee était toujours inanimé. Transporté en urgence à l'hôpital, aucun traitement n'a pu le sauver. Il a été déclaré mort plus tard dans la journée. Sur le moment, les autorités ont classé la mort comme inexplicable. Mais la famille de Tommy Lee en est convaincue, c'est le chroming qui l'a tué. Sa grand-mère, Tina Burns, a partagé la tragédie sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard, expliquant que son petit-fils était décédé sur le champ après avoir imité la tendance TikTok. Elle a décrit que les garçons avaient essayé le chroming et qu'il avait fait un arrêt cardiaque aussitôt. Tommy Lee était décrit comme un garçon plein de vie, énergique et gentil. Il vivait avec sa mère, Sherry, à Lancaster. La famille paternelle résidait dans les environs. Après le drame, Sherry a publié un message d'avertissement aux parents, les incitant à cacher les produits ménagers et à discuter des dangers des défis en ligne avec leurs enfants. Elle a supplié tout le monde de ranger les déodorants hors de portée. C'est ce qui lui a coûté la vie. Le chroming n'est pas un phénomène nouveau. Né en Australie, il existe depuis des décennies sous les noms de huffing ou sniffing. Mais avec TikTok et les autres réseaux, la pratique a gagné un public beaucoup plus jeune à un rythme alarmant. L'enquête n'a pas seulement concerné la soirée pyjama. Dans les jours qui ont suivi la mort de Tommy Lee, 2 adultes ont été entendus.
un homme de 25 ans de Lancaster placé en garde à vue pour négligence envers un mineur et détention de substances dangereuses, puis libéré sous condition, et une femme de 35 ans interrogée puis laissée libre sous contrôle judiciaire. Si la cause officielle reste l'inexplicable, la famille est certaine que le chroming est en cause. Tina Burns a transformé son chagrin en action. En tant qu'assistante pédagogique, elle mène désormais des interventions dans les écoles pour sensibiliser aux dangers de ces tendances. Elle rapporte que des parents, jusqu'alors ignorants de l'existence même de ces pratiques, la remercient d'avoir agi. L'un d'eux a retiré tous les réseaux sociaux des appareils de son enfant. Des experts ont également réagi. Hannah O'Donoghue-Hobbs, analyste des médias sociaux, qualifie ce défi de profondément dangereux et s'étonne de la rapidité de diffusion des contenus nocifs. Même si TikTok a bloqué le mot-clé chroming, des vidéos similaires restent faciles à trouver sous d'autres appellations ou langages codés. Certaines vont jusqu'à détailler la technique d'inhalation. Une vidéo démonstrative avait même atteint plus de 700 000 vues avant d'être retirée. La famille de Tommy Lee milite désormais pour des protections renforcées, interdiction des réseaux sociaux avant 16 ans et responsabilité légale des plateformes laissant se propager de tels défis. Le docteur Lawrence Cunningham, médecin retraité au Royaume-Uni, avertit que l'inhalation de solvants peut causer des lésions cérébrales et organiques irréversibles à long terme. Selon l'association Resolve, le nombre de décès liés à l'inhalation de solvants est passé de 152 en 1990 à 38 en 2020 au Royaume-Uni, mais les experts craignent un rebond à cause des réseaux sociaux. D'autres drames similaires ont eu lieu ailleurs, comme en Australie en 2023 avec le décès d'Esra Haynes, 13 ans après avoir inhalé des vapeurs toxiques. Tina Burns promet de préserver la mémoire de son petit-fils pour sensibiliser et protéger d'autres enfants d'une curiosité qui peut se révéler mortelle. Tommy Lee Gracie Billington n'avait que 11 ans. Une simple curiosité a suffi à tout bouleverser. Le matin du 3 février 2021, à Little Ferry, New Jersey, une scène hivernale banale s'est transformée en une tragédie impensable. Un homme de 62 ans, confronté aux routes glacées après une violente tempête de neige, s'est retrouvé coincé sur un terrain enneigé près du Lawson Slope Creek Park. Ce qui aurait dû être une simple opération de dépannage s'est transformé en un drame brutal et profondément troublant, laissant enquêteurs, secouristes et proches en quête de réponses. Ce matin-là, un employé des services publics remarque un Mazda CX-5 embourbé dans la neige près d'un terrain de football à côté de Marov Road. Le SUV semblait avoir franchi une bordure de parking et s'était immobilisé. L'agent alerte la police et 2 officiers de Little Ferry arrivent peu après 9 heures. À leur arrivée, ils découvrent le moteur du véhicule tournant à plein régime. Le conducteur tente désespérément de se dégager en passant la marche avant puis arrière, faisant patiner les pneus dans le tas de neige. Mais l'homme, à l'intérieur, semble ne pas remarquer ou ne pas répondre à la présence des policiers. Les agents, dont l'un formé comme pompier, frappent sur les vitres et crient de couper le moteur, d'autant qu'une dépanneuse avait déjà été appelée. Mais l'homme continue d'accélérer et le véhicule oscille d'avant en arrière. Quelques instants plus tard, alors que les officiers s'éloignent vers leur voiture de patrouille, un bruit sec retentit sous le SUV. Des flammes apparaissent soudainement au niveau du compartiment moteur, le feu se propage rapidement. Les policiers accourent de nouveau vers le Mazda, tentant désespérément d'ouvrir les portières verrouillées. L'un d'eux parvient à briser une vitre arrière, mais déjà l'habitacle est envahi par les flammes. La fumée épaisse et la chaleur extrême les obligent à reculer. En quelques secondes, le SUV entier est englouti par le feu. Les pompiers arrivent rapidement et parviennent à éteindre l'incendie, mais il est trop tard. L'homme est mort. La violence de l'incendie et la rapidité avec laquelle il a consumé le véhicule choquent les premiers intervenants. L'identification n'a pu être confirmée qu'à l'aide de dossiers dentaires. Les autorités, dont le Bergen County Prosecutor's Office, ouvrent une enquête, jugeant l'incident étrange en raison de l'embrasement fulgurant et de son intensité. La cause exacte de l'incendie reste inconnue. Aucun rapport officiel n'a encore fourni d'explication, bien que les officiers présents aient confirmé que l'homme n'avait jamais réagi à leurs appels répétés d'arrêter d'accélérer. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Le mystère demeure.
L'incident survient dans le sillage d'une forte tempête hivernale qui avait recouvert le nord-est des États-Unis de neige et de glace, paralysant les infrastructures et compliquant les déplacements. Des responsables de la police qualifieront plus tard l'incendie d'anormalement rapide et agressif. Le chef James Walters avouera ne pas comprendre comment les flammes avaient pu se propager si vite. La famille de la victime a été informée. Un ami de longue date, qui le connaissait depuis l'enfance, exprime son chagrin et son incrédulité. Il se rend sur le lieu du drame, y retrouve le téléphone du défunt et conserve un morceau calciné du véhicule comme souvenir personnel. Il raconte sa peine et le vide laissé par cette disparition brutale. Rappel cruel de la fragilité de l'ordinaire qui peut basculer en quelques secondes dans l'irréversible. De nombreuses questions restent sans réponse. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que cette mort tragique soulève de sérieuses inquiétudes sur la sécurité des véhicules en conditions extrêmes, les limites de l'intervention d'urgence et les dangers imprévisibles qui peuvent surgir en un instant. En cet après-midi brûlant doux, l'immense étendue blanche du Bonneville Salt Flats vibrait au rythme unique de la Speed Week. Les moteurs rugissaient, la chaleur tremblait à l'horizon et le paysage semblait s'étirer jusqu'à l'infini. Un décor parfait pour un homme comme Chris Raschke. Depuis plus de 10 ans, il était une figure familière ici. Pilote, coéquipier et membre respecté dans le monde raréfié des courses de vitesse terrestres. Ce jour-là, une fois encore, il prenait place derrière le volant du Speed Demon, 3 Streamliner, prêt à flirter avec les limites de l'audace humaine. Mais ce qui s'annonçait comme une nouvelle tentative de gloire tourna soudain au drame. À 60 ans, Chris était bien plus qu'un pilote obsédé par des chiffres sur un compteur. Pendant 13 ans, il avait été une pièce maîtresse de l'équipe Speed Demon Racing, reconnue autant pour sa précision en piste que pour sa stabilité hors circuit. En parallèle, il occupait le poste de directeur des ventes et du marketing chez ARP, un fabricant californien de boulonnerie haute performance dont les produits sont utilisés dans les plus grands championnats automobiles, de la NASCAR, NHRA jusqu'à la Formule 1. Dans les cercles de la course, on louait sa profonde expertise mécanique, son calme à toute épreuve et une détermination qui lui valait le respect des équipes comme des concurrents. La Speed Week est bien plus qu'une compétition. C'est une célébration de la vitesse, un rassemblement d'ingénieurs et de casse-cou venus du monde entier pour poursuivre des records sur cette croûte de sel parfaitement plane. Le 3 août 2025, l'événement battait son plein, les conditions étaient idéales et les runs s'enchaînaient toute la journée. L'objectif de Chris, établir un nouveau record à bord du Speed Demon 3, une machine conçue pour atteindre la vitesse maximale dans la catégorie des véhicules à moteur à piston et transmission directe. Peu après 15 heures, Chris lança sa tentative. Le long bolide fendit le sel à toute allure. À 2,5 miles du départ, il filait déjà à près de 280 000 par heure, environ 450 km par heure. Puis, en une fraction de seconde, tout bascula. Quelque chose céda et le véhicule dérapa violemment sur la surface salée. Ce qui n'était, quelques instants plus tôt, qu'un effort précis et contrôlé se transforma en un crash catastrophique. Les secours furent à son chevet presque immédiatement. Les équipes médicales entamèrent des manœuvres de réanimation directement sur le sel, sous le soleil implacable. Mais la violence du choc avait été extrême. Malgré tous leurs efforts, Chris fut déclaré mort sur place. Aucun autre pilote ni spectateur ne fut blessé. La nouvelle de sa disparition se répandit rapidement dans les stands de Bonneville. Bonneville Nationals Inc., l'organisme organisateur, confirma l'accident et annonça l'ouverture d'une enquête pour en déterminer la cause. L'équipe Speed Demon publia un bref communiqué exprimant sa profonde tristesse et demandant le respect de l'intimité de la famille. Pour ses coéquipiers, ses amis pilotes et ceux qui avaient partagé avec lui d'interminables journées à régler des moteurs, sa perte allait bien au-delà de celle d'un talent au volant. Chris était un collègue généreux de son temps, un équipier qui savait que les records ne s'obtiennent pas seulement par la vitesse, mais aussi grâce à la préparation, la patience et la confiance mutuelle. Son rôle chez ARP l'avait lié à presque toutes les grandes disciplines du sport automobile. Mais c'est sur le Bonneville Salt Flats que sa passion brillait le plus, là où sa maîtrise technique se mariait au courage singulier nécessaire pour rouler à de telles vitesses extrêmes. La Speed Week reprit dans les jours qui suivirent, mais pour beaucoup, l'atmosphère n'était plus la même. Ses pairs parlèrent d'un homme qui connaissait les risques, mais qui les affrontait avec compétence, humilité et détermination. Ce qui avait commencé comme une soirée divertissante pour Atasha Graham s'est achevé par un effondrement dévastateur et une disparition inexpliquée, marquant l'un des cas les plus insolites et troublants examinés par les enquêteurs. Le destin énigmatique d'Atasha a soulevé des questions inquiétantes sur les produits de beauté courants. Nous sommes en 2012. Atasha Graham, 34 ans, vivait à Londres après avoir émigré de Jamaïque. Elle était l'une des 9 enfants de sa famille. Femme vive et pleine de joie de vivre, on la connaissait pour son esprit pétillant, son amour des enfants et le lien très fort qu'elle partageait avec son frère cadet, Carlus.
Atasha arborait des extensions capillaires, souvent posées en salon par des professionnels. Elle était épanouie dans sa relation avec son compagnon Fenton Johnson, un ancien soldat qu'elle avait aidé à rebâtir sa vie. Le couple tentait de fonder une famille et nourrissait de grands espoirs pour l'avenir. Le soir du 14 mai, Atasha avait dîné d'un repas à emporter avec Fenton avant de se rendre dans une boîte de nuit à Peckham où Fenton officiait comme DJ. Tout au long de la nuit, elle avait bu du brandy Hennessy mélangé à du Red Bull et dansé pendant des heures. Aucun signe de malaise ne se manifestait. Elle paraissait en pleine forme, joyeuse et pleine d'énergie. Pourtant, tout a basculé vers 6h30 du matin, au retour à leur domicile de Lee, dans le sud-est de Londres. À peine avait-elle franchi le seuil de la porte qu'elle s'est effondrée et a cessé de respirer. Fenton et un ami ont immédiatement appelé les secours et tenté de la réanimer, suivant les instructions des opérateurs du 999. Les ambulanciers ont transporté Atasha au University Hospital Lewisham, mais malgré tous leurs efforts, elle n'a pas pu être sauvée. Elle est décédée plus tard dans la journée. L'autopsie n'a révélé aucune anomalie organique ni trace d'une consommation excessive d'alcool ou de drogue. Son taux d'alcoolémie était modéré, bien en dessous de ce qui aurait pu expliquer sa mort. Aucune allergie alimentaire n'a été détectée et la consommation de porc épicé ou de plats chinois a été écartée comme facteur contributif. En revanche, le docteur Michael Heath, pathologiste, a mis en évidence un taux de tryptase sanguine dangereusement élevé, 178 microgrammes par litre contre une normale située entre 2 et 14. Cela indiquait un choc anaphylactique, une réaction allergique massive. Le docteur Heath a suggéré que la colle en latex utilisée pour poser les extensions ou peut-être le solvant employé pour enlever les anciennes avait pu déclencher la réaction. Il a précisé que si les réactions au latex surviennent généralement dans les 30 minutes suivant l'exposition, des résidus de colle pouvaient avoir pénétré dans la circulation sanguine plus tard, alors qu'elle transpirait abondamment sur la piste de danse. Bien qu'il n'ait pu établir de lien définitif entre la colle et le décès, cette hypothèse restait sinistrement plausible. Plus troublant encore, le docteur Heath a indiqué avoir constaté plusieurs cas similaires récemment et que 10 à 20 décès de ce type surviennent chaque année au Royaume-Uni, avec un nombre encore plus élevé aux États-Unis. L'enquête, menée à la Southwark Coroner's Court, a finalement conclu à une mort naturelle, le coroner Christopher Williams n'étant pas parvenu à identifier l'allergène précis responsable du choc. Il a exprimé ses condoléances, soulignant la tragédie de ne pas pouvoir apporter de réponse définitive à la famille. Le décès d'Atasha a plongé ses proches dans la douleur et l'incompréhension. Fenton l'a décrite comme une personne merveilleuse, source de positivité et de renouveau dans sa vie. Carlus, profondément affecté, a rappelé leur complicité, les comparant à des jumeaux. L'absence de tout élément tangible, ce quelque chose d'aussi anodin que la colle d'extension capillaire, elle a rendu le deuil d'autant plus pénible. Dans une existence pleine d'entrain et de promesses, c'est un détail infime du quotidien qui a pu provoquer une fin aussi dévastatrice. Cette histoire tragique rappelle que parfois, l'objet le plus banal peut se révéler le plus mortel. En 2018, lors d'un festival animé de reconstitution médiévale à Williamstown, dans le Kentucky, Peter Barclay, un vétéran de 53 ans et reconstituteur passionné, a vécu un moment qui allait tout changer en un instant. Connu par ses pairs sous le nom de Maître Terapan Grey Dragon, Peter réalisait une épreuve d'adresse à cheval audacieuse qui exigeait une concentration et une précision extrême. Mais ce qui avait commencé comme une démonstration d'habileté a rapidement viré au cauchemar. Un accident inattendu et dévastateur qui a horrifié la foule et brisé l'illusion paisible du passé. Peter Barclay était un homme profondément attaché à l'histoire, dans sa quête pour la revivre. Né et élevé à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, il fut diplômé de l'Université d'État du Nouveau-Mexique avant de s'engager dans une carrière remarquable au sein de l'armée des États-Unis. En plus de 2 décennies de service, Peter a atteint le grade de lieutenant-colonel, servant dans diverses affectations à l'étranger, dont 4 ans en Angleterre et 4 autres en Allemagne. Son expérience militaire s'est mêlée à sa passion pour l'histoire médiévale, enrichissant son appréciation et sa compréhension de l'époque qu'il aimait reconstituer. Après avoir pris sa retraite de l'armée, Peter s'est consacré entièrement à la Society for Creative Anachronism, SCA, une organisation dédiée à la recherche et à la recréation des arts et des savoir-faire de l'Europe d'avant le XVIIe siècle. Pendant plus de 30 ans, il s'est immergé dans les sports médiévaux et les reconstitutions historiques, gagnant le respect en tant que maître équestre régional et évoluant sous le personnage de maître Terapan Grey Dragon. Son dévouement allait au-delà de la simple participation. Il tenait un site web consacré à la reconstitution de la vie au XIVe siècle et était connu pour son attention méticuleuse aux détails et à la sécurité. Un samedi d'octobre 2018 à Williamstown, Kentucky, Peter
Peter participait à une compétition de joutes équestres lors d'un événement de la SCA. La démonstration impliquait l'utilisation d'une lance à pointe métallique, non pas conçue pour la joute, mais pour attraper des anneaux ou transpercer des objets tout en étant à cheval. Ce jour-là, Peter tentait de transpercer une assiette en carton posée au sol dans le cadre de sa performance. Dans un retournement de situation soudain et malheureux, sa lance a heurté le sol et a basculé vers le haut de manière inattendue. La lance a rebondi avec force et a empalé Peter sous le sternum, lui perforant le thorax et lui infligeant une blessure fatale. Des efforts immédiats ont été faits pour lui prodiguer les premiers soins. Peter a été héliporté depuis le lieu de l'événement vers le centre médical de l'université de Cincinnati. Malgré une intervention d'urgence rapide, ses blessures se sont avérées mortelles. Il est décédé pendant son transport vers l'hôpital, laissant la foule et les autres reconstituteurs dans un état de choc et d'incrédulité. John Fulton, président de la SCA, a décrit l'accident comme étant sans précédent et profondément choquant, soulignant le talent exceptionnel de Peter et son engagement pour la sécurité. Le bureau du médecin légiste du comté de Hamilton a conclu à une mort accidentelle. La Society for Creative Anachronism a publié une déclaration officielle exprimant sa profonde tristesse et son soutien à la famille de Peter. Ils ont reconnu la perte de leur maréchal équestre et ont annoncé l'ouverture d'une enquête visant à comprendre les facteurs ayant mené à l'accident. Le but de cette enquête était d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent en garantissant des conditions plus sûres pour les participants partageant la passion de Peter. La disparition de Peter a profondément touché sa famille et la communauté des reconstituteurs. Il laisse derrière lui sa femme Deborah et leurs 2 filles. Ses frères John et Charles, ainsi que son père Jack, pleurent également la perte d'un membre bien-aimé de leur famille. Les cérémonies commémoratives prévoyaient à la fois des rassemblements familiaux privés et une plus grande célébration organisée par la SCA qui devait attirer des participants du monde entier qui connaissaient Peter comme un leader et un ami respecté. Bien que l'accident fût soudain et tragique, ceux qui connaissaient Peter trouvaient un certain réconfort dans le fait qu'il soit mort en pratiquant l'activité qu'il aimait le plus. Donner vie à l'histoire à travers la passion de toute une vie. Son héritage perdure à travers la communauté qu'il a contribué à façonner et le dévouement dont il a fait preuve pour l'art de la reconstitution médiévale. Le 19 avril 2017, aux chutes du Niagara, dans l'État de New York, un grand ballon de plastique gonflable a été aperçu tournant dans l'eau turbulente au pied des chutes du fer à cheval, Horseshoe Falls. Il était vide. Un bateau de tourisme, le Maid of the Mist, l'a repêché, mais personne ne savait d'où il venait ni qui se trouvait à l'intérieur. Bientôt, les autorités l'ont lié à un homme porté disparu, Kirk Raymond Jones. 14 ans plus tôt, en 2003, Kirk était devenu célèbre pour avoir survécu à une chute par-dessus les chutes du fer à cheval sans aucune protection. Ni tonneau, ni gilet, juste son corps. D'une manière ou d'une autre, il avait survécu. Maintenant, il semblait qu'il avait essayé à nouveau. Mais cette fois-ci, il n'a pas survécu. Kirk est né en 1962 ou 1963 à Canton, dans le Michigan, de Doris et Raymond Jones. Son père possédait une entreprise prospère de fabrication de jauges pour voitures. Ses amis décrivaient Kirk comme loyal. En grandissant, il a bien vécu, conduisant une Cadillac, portant des chemises en soie et ayant 100 $ dans sa poche quand ses amis en avaient 20. Mais cette vie a disparu. À l'âge adulte, Kirk a enchaîné les petits boulots avant de travailler dans l'entreprise de son père. En 2003, l'entreprise a fermé ses portes, le laissant sans emploi et sans but. C'est à cette époque qu'il a été fasciné par les chutes du Niagara et les histoires d'anciens casse-cou comme Annie Taylor qui avait survécu à la chute en 1901 dans un tonneau en bois rembourré. Kirk a commencé à croire qu'il pouvait survivre aux chutes sans aucun équipement. Il a étudié les chutes, testant même l'eau en y jetant du styrofoam pour en suivre le courant. En octobre 2003, avec seulement 300 $ que ses parents lui avaient virés, il a décidé d'essayer. Le 20 octobre, il a laissé une note dans la voiture de son ami et est entré dans la rivière vers 8 h du matin. Flottant sur le dos, il a franchi les chutes du fer à cheval, une chute de plus de 50 mètres. Kirk a atterri les pieds en premier, a été tiré 12 à 15 mètres sous l'eau, mais a refait surface, vivant. Il a rampé sur des rochers voisins, blessé, mais en vie. Les experts pensent qu'un coussin d'air provenant de la chute d'eau a pu le sauver. La cascade lui a valu une attention mondiale. Il est apparu à la télévision et a brièvement signé avec un cirque, mais sa célébrité s'est rapidement estompée. Il a été condamné à une amende de 2260 $ et interdit de séjour du côté canadien des chutes du Niagara. Le cirque a fait faillite et ses mémoires prévues n'ont jamais vu le jour. Kirk est retourné en Oregon pour vivre avec ses parents et a pris soin de son père après un accident vasculaire cérébral. Son père est décédé en 2007. Un an plus tard, Kirk et son frère Keith ont été arrêtés pour vente de substances illicites. Keith a purgé 2 semaines de prison tandis que Kirk a été mis en probation mais a plus tard passé 5 mois en prison pour ne pas avoir effectué ses travaux d'intérêt général. En 2011, lui et Keith avaient déménagé leur mère en Floride. Ils s'occupaient d'elle de près mais l'argent manquait. En 2014, il a été condamné à une amende pour vol à l'étalage. Keith est mort d'une crise cardiaque la même année et leur mère est décédée en 2015. Seul, Kirk a épousé Holly Marion, mais le mariage a rapidement pris fin. En 2017,
il n'avait plus de famille, plus de travail, ni de soutien. Cette année-là, Kirk a planifié une autre cascade aux chutes du Niagara. Il a acheté une boule gonflable de 3 mètres pour 800 $ et a décidé d'y inclure son boa constrictor Misty. Il a également préparé un drone pour filmer et a fabriqué des t-shirts avec les mots « Croyez en l'impossible ». Kirk Jones et Misty conquièrent les chutes du Niagara New York 2017. Le 19 avril 2017, Kirk a apporté la boule, Misty et son drone aux chutes. Son drone s'est plus tard écrasé et des touristes ont vu la boule vide coincée sur des rochers en contrebas. Sa camionnette, avec la cage de Misty à l'intérieur, a été retrouvée à proximité. Misty était portée disparue. Puis, le 2 juin, un plaisancier a trouvé son corps à 19 km en aval, près du lac Ontario. Misty n'a jamais été retrouvée. Les autorités ne savent toujours pas exactement ce qui a mal tourné. Le corps de Kirk est resté non réclamé et le cimetière d'Oakwood, lieu de repos d'autres casse-cou du Niagara, est envisagé comme son dernier lieu de sépulture. En 2003, Kirk a fait l'impossible et a survécu. En 2017, il a réessayé et cette fois, ce fut la fin. Kyle Plush, 16 ans, était un adolescent brillant avec un esprit vif, une personnalité chaleureuse et beaucoup d'humour. Élève de la Seth Hill School de Cincinnati, il se distinguait déjà, compétition académique, tennis et cette capacité à illuminer une pièce par son esprit. Mais le 10 avril 2018, la vie prometteuse de ce jeune homme inoubliable s'est arrêtée dans une tragédie horrible et évitable, qui allait choquer toute la ville et mettre en lumière de profondes failles dans son système d'urgence. Ce jour-là, vers 15h, Kyle s'était rendu sur le parking de l'école pour récupérer son équipement de tennis dans le Honda Odyssey familial modèle 2004. En accédant au coffre arrière, la banquette de la 3e rangée s'est soudainement rabattue, écrasant sa poitrine contre le plancher. Coincé, incapable de se dégager ou de respirer correctement, il s'est retrouvé dans une position rapidement mortelle. Bien qu'immobilisé, il est resté conscient et a eu la présence d'esprit d'utiliser la commande vocale de Siri pour appeler le 911. Premier appel à 15h14. Il supplie qu'on vienne l'aider, répète qu'il est coincé dans sa camionnette et a besoin d'assistance. Mais la communication est mauvaise, le répartiteur peine à l'entendre. Kyle dit qu'il ne l'entend pas non plus. Elle lui demande à plusieurs reprises sa localisation, mais l'échange est confus. Malgré l'urgence dans sa voix, les informations essentielles ne sont pas transmises correctement aux policiers envoyés sur place. 15h26. Un agent arrive, fait le tour du parking, mais ne sort même pas de sa voiture. Il déclare ensuite avoir regardé dans un van sans rien voir. À ce moment, Kyle parvient à passer un deuxième appel, encore plus désespéré. À bout de souffle, il explique clairement qu'il est dans un Honda Odyssey doré, qu'il n'a probablement plus beaucoup de temps, et demande même à l'opératrice de dire à sa mère qu'il l'aime au cas où il ne survivrait pas. Tragiquement, cette opératrice ne transmet pas la marque, le modèle ni la couleur du véhicule aux policiers sur le terrain. L'appel dure 2 minutes et demie. Une fois de plus, rien d'efficace n'est entrepris. Les agents repartent à 15h37, alors que Kyle agonise à quelques mètres d'eux, enfermé dans le van. Le soir venu, voyant que Kyle ne rentre pas et ne se présente pas à son match de tennis, ses parents s'inquiètent. Sa mère, Jill, appelle le 911 pour signaler sa disparition. Grâce à l'application Localiser mon iPhone, il repère de son téléphone sur le parking de l'école. Vers 21h, son père, Ron Plush, arrive et découvre son fils inconscient, toujours coincé sous le siège rabattu. Les secours tentent de le ranimer, mais il est trop tard. Le médecin légiste conclut à une asphyxie par compression thoracique. La mort de Kyle provoque une onde de choc. L'enquête interne de la police blanchit d'abord les opérateurs et les agents, hormis une violation liée aux caméras piétons. Mais de nombreuses voix, dont le maire John Cranley et des membres du conseil municipal, dénoncent une enquête bâclée. Des cabinets indépendants sont alors mandatés pour examiner les réponses de la police et du centre d'appel d'urgence. La conseillère municipale Amy Murray déclare que Kyle avait fait tout ce qu'un enfant doit être formé à faire en cas d'urgence, mais qu'il a été trahi de façon catastrophique. Ses parents, Jill et Ron, insistent. Leur fils était plus grand que nature, drôle, gentil, intelligent et plein d'avenir. Ils prennent la parole publiquement dans les mois suivants, déterminés à pousser à un vrai changement. Finalement, la ville de Cincinnati accepte de verser 6 millions de dollars à la famille Plush, l'un des plus gros accords de son histoire. Dans ce cadre, la ville s'engage à réformer en profondeur son système d'urgence, notamment via l'embauche d'experts extérieurs et la mise en place du service Smart 911, qui permet aux citoyens d'enregistrer à l'avance des informations personnelles cruciales pour les secours. La mort de Kyle est à la fois une tragédie personnelle et un échec systémique. Son histoire continue d'inspirer des réformes, sa famille militant pour qu'aucun autre enfant ne soit jamais laissé sans réponse en détresse.
En juillet 2013, à Saint-Pétersbourg, en Russie, Pavel Kachine, un freerunner de 22 ans, se tenait sur une étroite corniche en haut d'un immeuble de 16 étages. Un ami à proximité filmait. Pavel se préparait à faire un salto arrière, un mouvement qu'il avait réalisé de nombreuses fois auparavant. Mais cette fois-ci, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pavel n'était pas un simple athlète. Il était l'un des artistes de parcours les plus connus de Russie et était respecté dans le monde entier. Il avait la réputation de repousser les limites physiques. Ses sauts et ses saltos étaient intenses, et son contrôle corporel était une source d'admiration pour beaucoup. Il existe encore des vidéos en ligne qui le montrent en train de sauter entre des toits, de faire des saltos par-dessus des obstacles et de se déplacer avec aisance dans des espaces restreints. Pour les personnes extérieures à ce sport, ces cascades pouvaient sembler dangereuses, mais ceux qui pratiquaient le parcours comprenaient que ce qu'ils faisaient demandait de la concentration, de la force et des années d'entraînement. C'est pourquoi ce qui est arrivé ce jour-là en a choqué plus d'un. Alors que Pavel se tenait au bord du toit, il s'est préparé pour le mouvement. L'objectif était de faire un salto arrière et de retomber sur la même corniche, large de seulement quelques dizaines de centimètres, sans corde ni équipement de sécurité. Son ami avait la caméra prête. Une photo a été prise au moment exact où Pavel était en plein air pendant le salto. Cette image se répandrait plus tard en ligne et deviendrait l'une des photos les plus reconnues dans le monde du parcours. Il a réussi son salto, mais en atterrissant, il a perdu l'équilibre. Il n'a pas pu se stabiliser et a glissé. Pavel est tombé de près de 60 mètres. Il n'a pas survécu, la nouvelle de son décès s'est rapidement répandue. Les communautés de parcours en ligne et les athlètes du monde entier ont été choqués. Le groupe Free Running Sweden a publié un hommage le lendemain, partageant leurs pensées et leur respect pour Pavel et sa famille. Pour les personnes extérieures, la cascade a pu sembler être un risque futile. Mais ceux qui connaissaient Pavel et comprenaient le parcours ont déclaré que son geste était le fruit d'une discipline et d'un but précis. Ses amis n'ont pas qualifié son geste de stupide. Ils l'ont qualifié de courageux, non pas par manque de respect, mais parce qu'ils comprenaient son état d'esprit. Les parents de Pavel ont eu le cœur brisé. Mais lorsque la photo de lui en plein air a commencé à se répandre en ligne, ils l'ont permis. Ils espéraient qu'elle inciterait d'autres personnes à s'arrêter et à réfléchir avant d'essayer des cascades similaires. Le père de Pavel a déclaré que si la photo pouvait aider ne serait-ce qu'une seule personne à éviter le même sort, alors la partager avait un sens. Le parcours, également appelé free running, vient d'un mot français signifiant parcours. Il a commencé comme un moyen d'entraînement pour les soldats, leur permettant de passer d'un point à un autre en n'utilisant que le corps. Pas d'équipement, pas d'aide, juste de la course, de l'escalade, des sauts de franchissement et des roulades pour absorber l'impact. Au fil du temps, le parcours est devenu une culture mondiale. Pour beaucoup, il s'agit de liberté personnelle. Pour d'autres, c'est un moyen de se confronter à ses propres limites. Mais ce n'est pas sans risque. Contrairement au sport traditionnel, le parcours n'utilise souvent aucun équipement de sécurité. Ce danger fait partie de son attrait, mais il a aussi des conséquences. L'histoire de Pavel n'est pas la seule. David Harrison, 20 ans, est décédé après avoir heurté des fils électriques lors d'une cascade impliquant un poteau électrique. Ray Connor, 23 ans, est passé à travers un toit en Italie après avoir mal jugé un saut. Une Russe de 24 ans a perdu la vie lors de sa première leçon de parcours sur un toit. En Turquie, un adolescent de 17 ans est tombé lors d'une démonstration. Un autre adolescent à Madrid est mort après être tombé de 11 étages depuis un chantier de construction. Malgré ces événements, de nombreux freerunners continuent de repousser les limites. Pour certains, le risque fait partie de ce qui les attire. Mais l'histoire de Pavel reste gravée dans la communauté. Il était doué, il avait déjà fait tout ça. Mais un seul faux pas sur ce toit a mis fin à tout. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Le 21 juin 2007, un drame s'est noué sur un trottoir paisible d'Auckland. Ce qui avait commencé comme une simple promenade en soirée pour un jeune couple s'est terminé par une mort inimaginable et profondément troublante, qualifiée par des policiers chevronnés de sans précédent. À 24 ans, Humberto Hernandez venait d'arriver aux États-Unis avec son épouse. Le jeune couple vivait modestement dans une caravane non loin du 900 de la 98th Avenue. Pour faire plaisir à sa femme, Humberto venait d'acheter des fleurs et des cerises, un petit geste tendre, et ils se rendaient ensemble à pied dans un restaurant tout proche pour dîner. C'était une balade rapide, qu'ils avaient sans doute déjà empruntée dans un secteur proche de leur domicile. Humberto marchait quelques pas devant son épouse le long du trottoir. Vers 17h52, la tragédie est survenue de la manière la plus imprévisible qui soit. Une femme de 45 ans, au volant d'un Ford Escape 2007 roulant vers le nord sur la 98th Avenue, a subi l'éclatement d'un pneu. Perdant le contrôle de son véhicule utilitaire, elle a dévié sur le trottoir et percuté une borne d'incendie. L'impact a été si violent qu'il a arraché la borne pesant environ 90 kg de son socle. La pression libérée et la force du choc ont projeté ce bloc de fonte à grande vitesse et sous un angle imprévu. Humberto se trouvait alors dans la trajectoire du projectile. Il marchait à seulement 3 ou 4 mètres de la borne quand il a entendu le fracas et a tourné la tête.
Dans cet instant bref et dévastateur, la borne l'a frappée à l'arrière du crâne. Les policiers n'ont pas pu déterminer si elle avait d'abord ricoché sur le sol, mais la violence du choc a été fatale. Après l'impact, la borne a continué sa course, rebondissant sur une clôture avant de retomber une vingtaine de mètres plus loin. Les secours sont arrivés rapidement, mais Umberto a été déclaré mort sur les lieux à 18h08, soit 16 minutes après le choc. Sa femme, indemne physiquement, s'est retrouvée seule et dévastée. Les autorités ont découvert qu'elle n'avait aucun proche dans la région, pas de ressources financières et qu'elle faisait désormais face à la perte inimaginable de son mari sans aucun soutien. Des officiers chevronnés, certains avec plus de 20 ans d'expérience, ont exprimé leur incrédulité face à la nature de cet accident. Le lieutenant Fausto Mellara, 25 ans de service, a confié avoir vu de nombreuses collisions impliquant des bornes d'incendie, mais jamais un accident ayant provoqué un décès de cette manière. L'agent motocycliste Eddie Bermudez, en charge de l'enquête, l'a qualifié de « chance sur 1 million », soulignant qu'un simple pas de plus ou de moins aurait pu sauver Umberto. Cet incident a profondément marqué non seulement la communauté, mais aussi les policiers eux-mêmes, peinant à concevoir qu'un objet destiné à sauver des vies puisse devenir un projectile mortel. Les bornes d'incendie, conçues pour assurer la sécurité publique, ne sont pas censées devenir des armes. Les agents ont souligné qu'il est impossible pour une personne ordinaire de soulever une telle borne. Et pourtant, celle-ci a été projetée avec une force létale. Les enquêteurs ont travaillé à reconstituer les circonstances exactes du drame. La conductrice a déclaré ne pas avoir été distraite par un téléphone et imputé l'accident à l'éclatement du pneu. Toutefois, les autorités n'avaient pas confirmé son récit le lendemain, laissant subsister des questions sur la chaîne des événements. Dans un monde où les accidents de la route sont tristement habituels, la mort d'Umberto Hernandez se distingue par son caractère absurde et cruel. Il n'a eu aucune chance de réagir, aucune chance de fuir. En un éclair, une vie pleine d'amour et d'espoir a été fauchée par un objet destiné à protéger le public. Ce drame rappelle, de façon saisissante, à quel point la vie peut être fragile et comment, parfois, les instants les plus ordinaires peuvent être criblés d'horreurs imprévisibles. Nous sommes le 6 avril 2022 à Roseville, dans le Wisconsin. Tania Rodriguez, 44 ans, et James Carolfi, 52 ans, bricolent dans leur garage une nouvelle activité. Ils viennent de se lancer dans une pratique appelée pyrogravure fractale. Cette technique consiste à appliquer de très hautes tensions électriques pour brûler des motifs arborescents dans du bois préalablement imbibé d'une solution chimique. Ces dessins, qui ressemblent à des éclairs, ont fait fureur sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, mais beaucoup ignorent à quel point cette méthode est périlleuse. Ce matin-là, Tania et James utilisent un montage artisanal, souvent bricolé à partir de pièces de vieux micro-ondes ou de batteries de voitures, des équipements loin d'être sécurisés. Ces appareils peuvent générer plusieurs milliers de volts, bien plus que nécessaire pour provoquer une électrocution fatale en quelques secondes. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit. Au cours de leur expérience, ils sont tous deux électrocutés, le courant traverse leur corps et arrête leur cœur instantanément. Leurs installations ont ensuite déclenché un incendie qui a rapidement ravagé la maison. Lorsque les pompiers sont arrivés, le bâtiment était déjà en flammes. Une fois le brasier maîtrisé, on a retrouvé les corps de Tania et James dans le garage, là même où l'incendie avait démarré. Leur position a immédiatement intrigué les enquêteurs. Pourquoi étaient-ils tous les deux dans le garage à une heure si matinale et pourquoi ont-ils été découverts exactement à l'endroit du sinistre? La police a d'abord envisagé la piste criminelle. Le lieutenant Mark Wagers, du bureau du shérif du comté de Marathon, a précisé qu'aucune hypothèse n'était exclue, y compris celle d'une implication extérieure. On a retrouvé Tania agrippée à des câbles de démarrage, un fil enroulé autour de ses jambes et une blessure à la tête. Les inspecteurs ont même suspecté une mise en scène. Le détective Eric Enerson a alors creusé la vie privée des deux victimes. Tania et James n'étaient pas mariés, mais entretenaient une relation longue et tumultueuse. Tania était par ailleurs impliquée avec un certain Brad Harrison, dont la relation avec elle était marquée de fréquentes disputes. Les soupçons se sont rapidement tournés vers Brad. Le voisinage a rapporté avoir entendu Tania et James se disputer avec Brad peu avant l'incendie et même entendu des bruits pouvant ressembler à des détonations. La police a profité d'un mandat d'arrêt pour une infraction mineure afin de l'interpeller à son lieu de travail, à Tomahawk, dans le Wisconsin. Il était alors ivre, assis dans sa voiture. Il a reconnu s'être récemment battu avec James, affirmant que celui-ci avait endommagé son véhicule à coups de batte de baseball. Quant au bruit perçu, selon lui, il provenait uniquement de la dispute, pas d'armes à feu. Il a nié toute implication dans la mort de Tania ou de James, suggérant même que les victimes pouvaient être à l'origine d'un accident.
Brad est demeuré en détention en attendant de nouveaux éléments. Puis sont arrivés les résultats de l'autopsie. La médecin légiste adjointe, Léa Scheidt, a constaté l'absence de suie dans les voies respiratoires, signe que Tanya et James étaient déjà morts avant le déclenchement de l'incendie. Aucun traumatisme infligé par une arme ou un produit chimique n'a été décelé. Les marques constatées sur le corps de Tanya étaient simplement dues à l'action de la chaleur du feu. On a de nouveau examiné le fil enroulé autour des jambes de Tanya. Il ne servait pas à la ligoter, mais s'était vraisemblablement emmêlé lors de l'expérience de pyrogravure. Quelques jours plus tard, un pathologiste a proposé une explication plausible. La pyrogravure fractale, le lieu, le matériel et les blessures correspondaient aux accidents déjà répertoriés avec cette technique. De retour dans le garage, la police a retrouvé des pièces de micro-ondes, des batteries et des câblages typiques de la méthode. Plusieurs amis ont confirmé que Tanya et James évoquaient l'idée de s'y essayer. Le 21 avril, le bureau du shérif a officiellement conclu à une électrocution accidentelle suivie de l'incendie. Brad Harrison a été innocenté et remis en liberté. Le shérif adjoint Chad Bileb a ensuite pris la parole publiquement pour mettre en garde contre cette pratique. Au moins, 33 personnes auraient déjà trouvé la mort en tentant l'expérience. Bien que l'American Association of Woodturners l'ait interdite dès 2017, elle continue à se propager sur Internet. En 2020, un autre homme du Wisconsin, Matt Schmidt, a également péri en essayant cette méthode. Son épouse a par la suite lancé un appel pour dissuader quiconque de recommencer. Tanya et James ne cherchaient qu'à exprimer leur créativité. Mais dès lors que des tensions électriques dangereuses entrent en jeu, une seule erreur peut s'avérer fatale. Nicolas Smevoli était un homme animé par une passion inébranlable pour l'océan et par l'ivresse de repousser les limites humaines. Esprit intrépide, il s'était rapidement hissé parmi l'élite de l'apnée sportive, gagnant le respect et l'admiration de ses pairs à travers le monde. À la fin de l'année 2013, sur l'un des sites les plus exigeants de ce sport, Nick se préparait à tester sa force et sa maîtrise face aux profondeurs. C'est alors que la tragédie survint. Né à Dundee, en Floride, Nick avait grandi près de la mer, développant très tôt une affinité avec la plongée et l'océan. Enfant, il passait ses vacances dans les Florida Keys, pratiquant la pêche sous-marine et chassant la langouste. Connu de sa famille et de ses amis pour son esprit libre, Nick associait un lien profond avec l'eau à une volonté acharnée. Bien qu'il travaillât à New York comme technicien accessoiriste dans l'industrie télévisuelle et cinématographique, sa véritable passion se trouvait sous la surface. Depuis 2012, il s'était lancé dans la compétition d'apnée et en un laps de temps relativement court, il avait gravi les échelons pour se placer parmi les meilleurs. Nick établit plusieurs records américains et remporta des titres internationaux, notamment une première place à la compétition Deja Blue et une médaille d'argent au championnat du monde Aida Depth en Grèce. L'apnée est un sport extrême où les athlètes plongent en profondeur sur une seule inspiration, sans bouteille de plongée ni palme. Le parcours de Nick dans cette discipline fut jalonné de performances remarquables, mais aussi d'incidents marquants. L'année précédente, il avait subi une syncope en plongée et une grave compression pulmonaire. Des expériences qu'il relatait ouvertement avec honnêteté et lucidité sur son blog, expliquant comment elle lui avait appris à respecter la puissance de l'océan et la nature impitoyable de ce sport. Pourtant, il demeurait inflexible. C'est au Dean's Blue Hole, aux Bahamas, le plus profond gouffre marin du monde avec plus de 200 mètres, que Nick concourait pour battre le record américain dans la catégorie Constant No Fins, CNF. Le 17 novembre 2013, il descendit à 72 mètres. Environ 236 pieds, dans cette discipline particulièrement exigeante où le plongeur doit s'appuyer uniquement sur sa force et sa maîtrise de la respiration. Après avoir atteint sa profondeur cible, Nick entreprit sa remontée. Mais peu après avoir refait surface, il éprouva de grandes difficultés à respirer avant de perdre connaissance. Un moment dramatique immortalisé par une photographie, où l'on distingue clairement son visage en détresse juste avant l'effondrement. Les équipes de secours réagirent immédiatement, le sortant de l'eau et lui administrant les premiers soins. Malgré des tentatives de réanimation intensive durant plus de 90 minutes, Nick fut déclaré mort peu après son arrivée au Whitsims Memorial Health Center. L'autopsie révéla que son décès était lié aux contraintes physiologiques extrêmes imposées par l'apnée, notamment un possible traumatisme pulmonaire et une syncope hypoxique, shallow water blackout. La compétition Vertical Blue, un événement de 9 jours réunissant 56 apnéistes de 21 pays pour un prix de 20 000 $, fut immédiatement annulée. Amis, proches et confrères furent profondément bouleversés, décrivant Nick comme un homme passionné, généreux et inspirant, qui marquait les esprits autant par son talent exceptionnel que par sa chaleur humaine. Souvent, il se portait volontaire pour aider les communautés locales autour des sites de compétition. Nick Smevoli laissa l'héritage d'un athlète courageux, déterminé et profondément humain. Sa disparition prématurée mit en lumière les dangers inhérents de l'apnée et la mince frontière que les sportifs franchissent entre triomphe et tragédie. Nous sommes le 15 mai 2011 à Brisbane, en Australie.
Acton Bill, 20 ans, venait de rentrer chez lui à Kangaroo Point après une sortie avec un ami. Il était de bonne humeur. Comme beaucoup de son âge, Acton aimait les réseaux sociaux et suivait les tendances en ligne. L'une d'elles s'appelait le planking. Le planking consiste à s'allonger à plat ventre, raide comme une planche, dans des endroits insolites ou inattendus. Les bras le long du corps, le corps bien droit, on prend une photo et on la publie en ligne. Le phénomène a commencé de façon anodine sur des bancs ou des parquets, mais il s'est rapidement amplifié. On a vu des gens faire du planking sur des voitures, des clôtures, des toits, partout où c'était inhabituel, voire risqué. Plus l'endroit était dangereux, plus les photos attiraient l'attention. Ce matin-là, Acton a décidé de tenter le planking sur la rambarde de son balcon, situé au 7e étage. Le rebord n'avait qu'à peine 5 cm de large, à peine de quoi tenir debout, encore moins s'allonger. Mais Acton a relevé le défi. Son ami a ensuite expliqué à la police qu'ils avaient testé plusieurs emplacements de planking plus tôt dans la nuit. Celui-ci était le dernier. D'après le commissaire adjoint Ross Barnett de la police du Queensland, Acton a tenté de se placer sur ce bord étroit et en se positionnant a perdu l'équilibre. Il est tombé de 7 étages. Des passants à proximité ont entendu un bruit sourd sans comprendre ce qui s'était passé. Les secours sont intervenus rapidement et ont tenté de le réanimer pendant près de 20 minutes en vain. Acton n'a pas survécu à la chute. Il s'agit de la première mort connue liée au planking. Jusque-là, la mode était jugée stupide, parfois imprudente, mais jamais mortelle. Cette perception a changé ce jour-là. La police a confirmé qu'Acton avait consommé de l'alcool plus tôt dans la soirée. Le commissaire adjoint Barnett a ensuite pris la parole devant les médias. Il a expliqué qu'Acton avait malheureusement perdu l'équilibre et précisé que le planking n'était pas illégal et pas forcément dangereux s'il se pratique dans des lieux sûrs, comme un parc ou chez soi. Le problème, selon lui, venait des personnes prêtes à tout pour attirer l'attention. Certains allaient jusqu'à se coucher sur des voies ferrées, sur des toits ou même en plein milieu d'une route. Quelques jours plus tôt, la police du Queensland avait déjà arrêté un homme pour avoir fait du planking sur une voiture de patrouille. Il a été accusé d'intrusion. Les autorités du Queensland et de Victoria avaient déjà émis des mises en garde, soulignant que des figures trop audacieuses pouvaient entraîner des blessures, des poursuites pénales, voire le pire. Les policiers s'inquiétaient de plus en plus de ce que certains y étaient prêts à risquer pour obtenir des j'aime et des abonnés. La mort d'Acton a fait la une en Australie et à l'étranger, relançant le débat sur les dangers des tendances en ligne. La première ministre Julia Gillard l'a qualifié de « vraiment tragique » et a insisté sur la différence entre un amusement sans danger et un choix potentiellement mortel. Une page Facebook intitulée RIP Acton Bill a été créée où amis et inconnus l'ont décrit comme un garçon gentil, drôle et apprécié de tous. Malheureusement, la page a rapidement été envahie de commentaires haineux. Des trolls ont tourné la mort d'Acton en dérision et publié des contenus inappropriés, dont une vidéo banalisant l'accident. Ces publications ont été supprimées, mais pas avant d'avoir bouleversé de nombreux internautes. La section des commentaires a finalement été fermée pour éviter tout nouvel outrage. La communauté du planking a elle aussi été pointée du doigt. La page Planking Australia, qui comptait plus de 87 000 abonnés, a vu son ton changer du jour au lendemain. Certains défendaient la pratique, arguant que la plupart des participants restaient prudents. Un membre, David Tyrrell, estimait que les figures dangereuses ne venaient que d'un petit groupe. D'autres jugeaient la tendance aller trop loin. Le commissaire adjoint Barnett soulignait que la compétition pour créer des contenus toujours plus impressionnants faisait monter les risques. Le planking paraît innocent, jusqu'à ce qu'il ne laisse plus. Les forces de l'ordre de différents États ont commencé à sévir. Dans le Victoria, ceux qui filment du planking sur des infrastructures de ferroviaire encourent une amende de 293 $. En Nouvelle-Galles du Sud, les autorités préparent un avertissement public. Beaucoup s'accordent à dire que le problème n'est pas le planking en lui-même, mais la pression de devenir viral. Les autorités ont néanmoins rappelé qu'une cascade trop audacieuse pourrait engager des poursuites sérieuses. Acton Bill n'avait que 20 ans. Son histoire rappelle jusqu'où certains peuvent aller pour attirer l'attention en ligne, et ce qui peut arriver quand une simple tendance devient mortelle. L'après-midi du 28 septembre 2023, un tragique accident s'est produit dans le parking nord du West Edmonton Mall, entraînant la mort soudaine et dévastatrice d'un jeune homme de 18 ans. L'adolescent, dont l'identité n'a pas été rendue publique, faisait partie de 3 personnes à bord d'une Toyota Camry lorsque l'incident s'est produit, dans ce lieu habituellement très fréquenté, connu pour ses attractions familiales et son important flux quotidien de visiteurs. En l'espace de quelques secondes, une journée ordinaire s'est transformée en drame. Le jeune homme se trouvait à la place passager avant. Le véhicule était conduit par un adolescent de 17 ans, tandis qu'une fille de 15 ans occupait la banquette arrière.
Selon la police d'Edmonton, la voiture circulait lentement dans le parking couvert lorsque la victime s'est redressée à travers le toit ouvrant. Alors que la voiture avançait sous une rampe du parc de stationnement à plusieurs niveaux, le jeune a heurté violemment la tête contre une poutre en béton fixe. Le choc fut brutal. Cette poutre, élément porteur de l'étage supérieur, était immobile et rigide. L'impact a probablement provoqué un traumatisme crânien immédiat et fatal. Les services d'urgence ont été dépêchés à la suite d'un appel vers 13h45. À leur arrivée, policiers et équipe médicale découvrent le jeune homme grièvement blessé. Pris en charge sur place, puis transporté à l'hôpital, il n'a malheureusement pas survécu. Son décès a été prononcé peu après. Ni le conducteur ni la passagère arrière n'ont été physiquement blessés. Tous deux sont restés sur les lieux. La police d'Edmonton a confirmé que la vitesse ni l'alcool drogue ne semblaient pas être en cause. Toutefois, en raison du caractère inhabituel de l'accident, le dossier a été confié à la section des enquêtes sur les collisions majeures. Les autorités ont lancé un appel à témoins, demandant notamment des images de dashcam susceptibles d'éclaircir davantage les circonstances. L'accident est survenu dans l'un des espaces commerciaux les plus fréquentés du Canada. Le West Edmonton Mall, deuxième plus grand centre commercial d'Amérique du Nord, accueille environ 32 millions de visiteurs par an. Avec ses nombreuses attractions, parcs aquatiques, couverts, manèges, centaines de boutiques, le lieu est en permanence animé. Le parking nord en particulier est un vaste garage à plusieurs étages directement relié à certaines des entrées les plus fréquentées du centre. Des images prises peu après l'accident montrent les véhicules de secours encerclant la zone, une partie du parking ayant été bouclée pour permettre aux enquêteurs d'opérer. La poutre de béton impliquée est un élément de structure fixe, standard dans de nombreux parkings intérieurs plus anciens. Ce jour-là, ni la météo ni la visibilité ne présentaient de problème particulier et aucun dysfonctionnement du véhicule n'a été relevé. La communauté a réagi avec stupeur et tristesse, peinant à accepter cette réalité déchirante. Un instant d'inattention dans un lieu familier a suffi à entraîner des conséquences irréversibles. Les autorités ont renouvelé leur appel au public pour toute information complémentaire. Une famille, elle, reste désormais confrontée à l'inimaginable. La perte brutale d'une vie si jeune, fauchée en un instant que personne n'aurait pu prévoir. En février 2025, à seulement 7 ans, Eliane Zoé Diaz Rodriguez réalisait déjà un rêve que la plupart des enfants n'oseraient qu'imaginer, piloter son propre junior dragster sur une piste professionnelle. Mais ce qui avait commencé comme un moment de fierté et de joie s'est transformé en une tragédie, laissant une profonde blessure dans sa communauté, sa famille et le monde du sport automobile. Ellie, élève de première année à l'Eastland Christian School d'Orlando, en Floride, avait fêté son 7e anniversaire le 30 janvier. Brillante, pleine d'énergie et de vie, elle était une enfant affectueuse, passionnée par la course, Disney World et les animaux, particulièrement les vaches. Pour sa famille, elle était un véritable rayon de lumière à la maison, parfois discrète en public, mais débordante de personnalité dans l'intimité. Sa passion pour le junior dragster était encouragée par ses proches, notamment par sa mère, Cheryl Rodriguez, qui partageait cet enthousiasme et publiait régulièrement des souvenirs de leurs moments ensemble sur les réseaux sociaux. Le dimanche 2 février 2025, Ellie participait à l'événement Fun Day Sunday sur l'Orlando Speed World Dragway, un circuit réputé du comté d'Orange-Est. Elle pilotait son dragster blanc et orange personnalisé, orné fièrement de son prénom en lettres bleues. Ce n'était pas sa première fois sur la piste. Elle s'y était préparée et le règlement autorise les enfants de son âge à concourir sous des règles de sécurité strictes. Dans cette catégorie, les véhicules sont limités à environ 50 km/h pour les 6 à 7 ans et l'équipement de sécurité est obligatoire. Casque, gants, combinaison ignifugée, protection de la tête et du cou. Au fil de la journée, Eliane aurait filmé des images pour immortaliser son expérience, capturant l'excitation et la fierté de participer à l'événement. Mais peu avant 11h20, tout a basculé. Selon les responsables, elle a perdu le contrôle de son dragster sur la piste du 8e de mile. Sa voiture a percuté un employé de 34 ans avant de s'écraser contre un mur en béton. L'employé a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Il a été transporté au Orlando Regional Medical Center. Quant à Ellie, grièvement touchée, elle a été conduite en urgence au Arnold Palmer Hospital for Children, placée en alerte traumatologique pédiatrique. Les secours et les médecins ont tout tenté pour sauver sa vie. Pendant 2 jours, sa famille et ses proches ont gardé espoir. Des veillées de prière ont été organisées, retransmises en direct, et sa mère publiait régulièrement des nouvelles, demandant force et soutien. Mais le mardi soir, 4 février, à 22h54, les médecins ont confirmé le décès cérébral d'Eliane, l'enfant qui, quelques jours plus tôt, fêtait son anniversaire et poursuivait son rêve
s'en est étalée. La Florida Highway Patrol et les pompiers du comté d'Orange ont qualifié l'accident d'accident involontaire. L'enquête se poursuit, mais ce drame a rappelé les risques inhérents au sport automobile, même dans les catégories pensées pour les enfants. Si certains passionnés ont rappelé que le Junior Dragster affiche un solide bilan de sécurité depuis plus de 20 ans, la tragédie a ravivé le débat sur la participation de très jeunes enfants à des sports compétitifs à grande vitesse. La réaction de la communauté a été immédiate et empreinte d'émotion. L'école d'Eli a publié un communiqué en sa mémoire, la décrivant comme une lumière dont le sourire manquerait profondément. Un accompagnement psychologique a été proposé aux élèves et au personnel. L'Orlando Speed World a également exprimé sa peine et son soutien, rappelant la passion qui anime le sport automobile, mais aussi le prix parfois dévastateur qu'il impose. Dans les jours qui ont suivi, une cagnotte GoFundMe a été lancée pour soutenir sa famille. Elle a permis de récolter plusieurs dizaines de milliers de dollars afin de couvrir les frais funéraires et d'honorer sa mémoire. Des messages de condoléances et de soutien ont afflué de toutes parts, venant d'amis, de proches et même d'inconnus. Beaucoup l'ont décrite comme une petite princesse qui avait réalisé son rêve, même brièvement. Les funérailles d'Elianise étaient prévues la semaine suivante. Au moment de lui dire adieu, ses proches gardaient en mémoire l'image d'une enfant joyeuse, animée par la passion, le courage et la volonté de poursuivre ses rêves, aussi court que fut son temps passé sur la piste.